Et en amont de l'expérimentation, on va revenir rapidement, hein, sur le modèle lui-même. Je pense que voilà, un certain nombre d'entre vous le connaissent. Il y a eu des présentations à EMOA, Grand Sud. Il y a eu aussi une mise à disposition de nombreux outils, pédagogiques, hein, de présentation de ces modèles. Donc même s'ils sont connus, on va revenir rapidement aussi pour que chacun les en tête au moment où justement le cœur du sujet sera abordé, c'est-à-dire les outils de l'expérimentation pour que voilà, vous compreniez bien à quoi ces outils répondent et évidemment et bien montrer qu'ils sont en phase avec ces nouveaux modèles. Comme ça a été dit, je le dis juste là maintenant par Guylaine à l'instant, il y aura donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, hein, dans le chat. Voilà, les collègues, moi-même, on relève ces questions et on aura un temps de réponse à ces questions à la fin de chacune de ces parties. Voilà, merci. Pardon. Merci Nicolas de l'avoir indiqué. Oui, alors du coup, rentrons dans le vif du sujet, dans un rappel, dans un premier temps rapide des concepts autour de la sévérité. Donc, diapositive suivante. La sévérité, vous le connaissez, on va aller vite, hein. La classif elle-même, vous la connaissez, poursuit deux objectifs à la fois de description médicale et économique, avec, bah, voilà, comme vous le savez, le souhait de regrouper dans un même groupe des séjours, des prises en charge qui ont une cohérence médicale et une cohérence économique. Et si la prise en charge principale fait l'objet de cette attention particulière, les sévérités également, on poursuit aussi cet objectif d'avoir une cohérence et médicale et économique de la prise en compte des sévérités. Donc cet élément qui participe aussi au coût du séjour en complément de la prise en charge principale. Comme vous le savez aussi évidemment tous, dans les deux classifications MCO et SMR, eh bien, cette sévérité, on la retrouve dans le dernier digit qui décrit le GHM ou le GME. Et donc, enfin, il y a juste un dernier clic sur la définition, hein. La sévérité, finalement, c'est ce qui reste de lourdeur et de coût du séjour une fois qu'a été fixée la prise en charge principale. Donc, à prise en charge principale fixée, eh bien, il y a un certain nombre d'autres éléments qui participent au coût du séjour et à la lourdeur, enfin voilà, et à la prise en charge du patient. Et donc, c'est bien ces éléments-là qu'il s'agit ici et d'identifier et de financer ensuite. Diapositive suivante. Le modèle d'aujourd'hui, hein, vous le connaissez évidemment très bien, c'est un modèle en CMA simple. CMA simple, c'est-à-dire qu'on prend en compte un seul diagnostic associé, donc un seul élément de diagnostic est pris en compte, celui qui a l'effet maximum est pris en compte comme niveau de sévérité pour justement financer la charge en soins, hein, et les coûts de cette charge en soins auprès des établissements de santé. Cette CMA simple d'aujourd'hui, elle est simple à deux titres. D'une part, parce on prend en compte qu'un diagnostic, et en plus parce que on a finalement pris en compte l'ensemble des diagnostics associés, qu'ils soient une pathologie ou qu'ils soient un facteur socio-environnemental. Donc finalement, on a un grand tout que sont les DAS, et de ce grand tout, on en extrait, ou en tout cas on prend en compte celui qui a l'effet maximum. Pour le MCO, vous savez aussi qu'à côté de cet premier effet CMA, il y a des effets ajoutés liés à l'âge ou au décès. Enfin, dans les modèles d'aujourd'hui, vous le savez, il y a un modèle à 4 niveaux pour le MCO, un modèle à 2 niveaux pour le SMR. Et juste à côté, bah, vous voyez l'objectif qui a été poursuivi, qu'on a poursuivi dans nos travaux. Bah, finalement, il s'est basé sur les limites du modèle d'aujourd'hui. D'une part, on n'avait qu'on prenait en compte qu'une seule pathologie, qu'un seul DAS, qu'on avait un mélange, finalement, une association de facteurs socio-environnementaux avec des pathologies ou des symptômes, et que peut-être, effectivement, il pouvait être pertinent de scinder les deux et de prendre, en tout cas de donner ou de mesurer l'effet de chacune de ces deux dimensions. Et enfin, on s'est aussi autorisé à réfléchir à des niveaux supplémentaires. Alors en MCO, on en avait déjà 4, ce qui était finalement assez enfin, peut-être suffisant, en tout cas déjà descriptif, mais c'est évident que le SMR posait un grand problème de visibilité, puisque finalement en 2 niveaux, j'ai une sévérité ou j'en ai pas. C'est finalement un modèle binaire, frustrant finalement d'une certaine manière. Donc on a fait ce travail, oui, merci Nicolas. Comme vous l'avez compris, c'est un travail interchamp, enfin, qui a concerné le MCO et le SMR, et donc avec tout au long de notre démarche la volonté de rechercher cette cohérence entre les deux champs,
tout en respectant les spécificités. Donc ça fait voilà des allers-retours au sein de l'équipe, hein, puisqu'au sein de l'équipe, on avait des spécialistes des 2 champs, entre eux, encore une fois, cette mise en commun et en même temps, le respect de prises en charge qui sont, bon, bah, évidemment très différentes et qui méritaient d'être respectées et dans leur spécificité. Donc on a mené ce travail de cette façon-là, un travail aussi conjoint avec les fédérations, en tout cas dans lesquelles auxquelles ont été associées les fédérations, hospitalières, avec des points d'étape réguliers, avec elles et aussi, avec des étapes de présentation, plus larges. Peut-être encore une fois certains d'entre vous ont pu y participer, à Grand Sud, à Émois et donc en France et à l'étranger puisque on a pu présenter nos travaux aussi au Grand Congrès international, des classifications. C'est un travail juste un dernier petit clic, qui voilà, qui est sur, qui s'est déroulé voilà sur un certain nombre d'années et encore une fois, on est ravis aujourd'hui, d'arriver à cette étape de voilà, de diffusion plus large à travers l'expérimentation. Diapositive suivante. Juste pour réfléchir. Oui et pardon et le nouveau modèle qui est proposé, qui va vous être détaillé là, bah, justement prend en compte les limites évoquées, précédemment, à savoir d'arriver à bien identifier une sévérité, je vais dire strictement ou purement médicale, c'est-à-dire en ne prenant en compte que les codes SIM10, qui concernent donc des pathologies, des symptômes et de pouvoir justement en prendre en compte plusieurs et donc on va vous détailler quelle est la mécanique utilisée pour, ne plus se contenter d'une seule pathologie associée, mais de pouvoir en prendre en compte plusieurs? Et ensuite, après cet effet, cette sévérité médicale, prendre en compte un certain nombre d'effets ajoutés, notamment les facteurs socio-environnementaux, mais pas seulement, ceux qu'on connaissait déjà comme le décès ou l'âge et aussi les soins palliatifs. Donc là encore, avoir un effet en 2 temps, hein, qui permet de prendre en compte les CMA multiples médicales, une sévérité médicale et puis ensuite un certain nombre d'effets ajoutés. On a ensuite, on s'est laissé aller à réfléchir à plusieurs niveaux, de sévérité. Bah, justement, c'est la diapo suivante. On avait, dans un premier temps, réfléchi à évidemment garder l'existant, c'est-à-dire on pouvait se contenter, en tout cas, de CMA multiples en gardant 2 niveaux de séjour pour le SMR et 4 niveaux pour le MCO, mais on ne s'est pas empêché de réfléchir à d'autres, enfin, à augmenter le nombre de niveaux de séjour, donc 3 pour le SMR, 5 pour le MCO. D'ailleurs, même dans nos premiers travaux préparatoires, on avait même exploré plus, hein, davantage de niveaux de séjour, notamment MCO, mais au final, on avait topé sur ces 2 modèles, présentés aux fédérations et au final, compte tenu du peu d'intérêt, d'un modèle à 2 niveaux pour le SMR, eh bien on est resté sur un seul modèle en fait en SMR, le modèle à 3 niveaux de séjour. En revanche, il reste un certain nombre de débats, de discussions, d'intérêt, de chacun des 2 modèles à 4 et 5 niveaux sur le MCO qui fait que à ce stade, eh bien je veux dire le sujet n'est pas tranché et donc bah, comme on va y rentrer maintenant petit à petit dans l'expérimentation, bah, on va justement garder un seul modèle, à expérimenter en SMR. En revanche, en MCO, on on va vous proposer justement de vous montrer d'expérimenter, bah, les 2 modèles à 4 et à 5 niveaux de séjour, mais toujours avec des CMA multiples. Voilà, donc je passe la parole à Vincent. Merci Raphaël et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. OK, parfait. Heu, donc on va voir un petit peu maintenant comment marche, en termes un peu techniques, le nouveau groupage. Donc l'algorithme, on va voir que c'est le même, en SMR ou en MCO. C'est juste ensuite les paramètres de ces algorithmes qui vont changer, entre les 2 champs. Alors sur ce groupage, on va distinguer 4 grandes étapes, heu, 4 grandes étapes qui sont, les suivantes. Nicolas, s'il te plaît, merci. Voilà, donc il y a d'abord 3 premières étapes, c'est celles donc qui vont prendre en compte, en fait, tous les diagnostics qui ont été codés, dans le séjour et qui vont produire ce qu'on a appelé, nous, un niveau de sévérité médicale. Donc c'est la première re sous-étape, hein, enfin, on va dire la première grande étape du nouveau calcul. Et donc, on va voir qu'en fait, on va voir un petit peu comment on fait. D'une part, pour sélectionner
tous les différents DS qui vont participer à l'élaboration de ce niveau de sévérité. Et puis on va voir un petit peu comment ça marche, comment on leur attribue des niveaux et comment on les cumule. Puisque, comme l'a dit Raphaël, hein, précédemment, une des grandes nouveautés de ces nouveaux modèles, c'est d'utiliser non pas uniquement le diagnostic de niveau maximum, mais d'utiliser tous les DS codés euh, dans le séjour pour donner un premier niveau de sévérité. Et ensuite, dans une deuxième étape, voilà, qu'on appelle les effets ajoutés, on verra qu'on peut éventuellement, selon certains cas, moduler ce premier niveau de sévérité médicale pour affecter enfin un niveau de sévérité au séjour. Donc on va commencer, donc on va utiliser un exemple, hein, tout au long de ces 4 étapes et de leur présentation. Donc l'exemple, ça va être celui de monsieur X, 89 ans, qui vit seul à domicile. Donc depuis quelques mois, le maintien à domicile en dit est difficile et on note l'apparition de troubles cognitifs et de chutes à répétition. Son infirmière donc le retrouve à terre un matin et il doit être hospitalisé et opéré, d'une fracture du col du fémur et donc pour la pose d'une prothèse. Au même moment, on va diagnostiquer donc une dénutrition grave et une fibrillation auriculaire paroxystique. Dans les suites immédiates de la chirurgie, donc Monsieur X va présenter une pneumopathie sévère avec insuffisance respiratoire aiguë et un épanchement pleural va aussi être diagnostiqué donc à la radio pulmonaire. On va mettre en place un traitement antibiotique et une assistance respiratoire. Puis, progressivement, voilà, des complications de décubitus vont apparaître, donc une escarre, un fécalome, une rétention d'urine. Et enfin, on va observer une décompensation sur le plan cognitif du patient avec une désorientation, des hallucinations visuelles. Et enfin, on va noter que la malnutrition s'aggrave avec une cachexie, puis qu'on va retrouver aussi, entre autres, une hypernatrémie. Voilà. Donc, on a choisi, on va dire volontairement, un exemple avec très lourd, hein, très, très compliqué, avec beaucoup de DS pour pouvoir illustrer comment le nouveau modèle va gérer en fait, voilà, tous ces diagnostics associés. Donc ce patient, on peut noter donc qu'il va avoir un DP de fracture fermée de col du fémur et un acte classant qui va être, donc le remplacement de l'articulation coxo-fémorale par prothèse totale. Donc le nouveau modèle change rien à ce niveau-là, hein, que ce soit pour le MCO ou même pour le SMR, c'est-à-dire que tout le groupage en racine de GHM ou en groupe nosologique, lui, ne va pas être modifié par les nouveaux niveaux de sévérité. Donc ici, hein, on voit bien que ces deux paramètres DP acte classant amènent le patient donc en racine 0,8, c'est 47. Par contre, ce qui va changer, donc, c'est ce qui va se passer au niveau des DS. Donc on a établi la liste ici, hein, donc on voit qu'il y en a beaucoup. Et donc voilà, on va vous montrer un petit peu maintenant comment on prend tout ça en compte pour déterminer, donc tout d'abord, le fameux niveau de sévérité médicale, donc c'est-à-dire issu des étapes 1, 2, 3, qu'on peut voir sur la gauche de la diapo. Voilà. Donc la première étape, c'est l'étape de sélection des diagnostics, hein. Vous le savez par exemple qu'aujourd'hui déjà, tous les DS ne sont pas candidats à être CMA puisque certains ne peuvent pas être retenus, et notamment donc pour une raison. Nicolas, tu peux passer s'il te plaît. Merci, voilà, c'est celle donc, que vous connaissez déjà, hein, des exclusions entre le DP et les DAS ou des racines et les DAS en MCO. En SMR, le concept est un peu étendu, c'est l'exclusion entre des diags classants, donc c'est tous les diagnostics qui ont pu être utilisés pour attribuer le groupe nosologique et les DAS. Voilà. Donc de ce côté-là, dans le nouveau modèle, il n'y a absolument aucune modification qui est faite sur le plan algorithmique par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Ça veut dire que simplement, on va, dans une première étape de sélection des DS, passer justement ces exclusions des PDAS, racines DAS et diaclassants DS pour le SMR. Voilà. Donc, dans l'exemple qu'on a donné ici, il n'y a aucune exclusion entre, que ce soit par rapport à la racine et les DS ou par rapport aux DP et des DS. Donc, tous les diagnostics qui ont été codés vont être conservés pour la suite de l'étape. Donc, j'ai dit qu'il n'y avait pas de différence sur le plan algorithmique, mais par contre, on y reviendra peut-être après, on a beaucoup changé les exclusions par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui, donc dans les nouveaux modèles. Donc la liste pour l'instant est relativement allégée par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Beaucoup d'exclusions ont disparu. Voilà. Mais ça ne change rien à l'algorithme en lui-même, hein. Voilà. Donc ce qui va commencer à changer, c'est ce qu'on va observer maintenant. Donc vous aurez compris qu'en fait, on n'est plus sur uniquement le diagnostic de niveau maximum, hein, c'est plus celui-ci qui va donner un niveau au séjour, mais c'est tous les diagnostics donc, qui vont être conservés. Donc, la première étape qu'il a fallu faire, c'est d'être sûr que parmi tous les DS qui étaient codés dans le séjour, tous ces DS, tous ceux en tout cas qu'on va finalement conserver pour donner un niveau de sévérité, sont bien des diagnostics qui se cumulent les uns avec les autres, d'accord? Et qui ne soient pas non plus, ni redondants et ouais, qui assurent une «complémentarité» entre guillemets suffisante sur les prises en charge qui sont nécessaires à leur traitement, pour dire qu'il y a vraiment un effet cumulatif à leur prise en charge. Alors, comment est-ce qu'on s'assure de ça? On a 2 processus. Donc le premier, ça va être celui qui va être de passer les exclusions, donc celles qu'on a vues, hein, des PDAS, mais de les passer cette fois-ci entre les DAS. Voilà.
Donc ça, c'est pour supprimer plutôt la redondance d'informations. Alors pour faire ça, on va prendre tous les DS du séjour et on va les trier tout d'abord par niveau, hein, du diagnostic, et ensuite par un indice de priorité. Donc l'indice de priorité, c'est un indice qu'on a construit. Toutes ces informations à niveau indice de priorité sont disponibles déjà sur le site de l'agence, donc vous pourrez aller les voir. Et l'idée de l'indice de priorité, c'est pour des diagnostics de niveau équivalent, de favoriser plutôt les diagnostics qu'on estime être les plus précis. Voilà, donc il a été construit en ce sens. Et donc une fois qu'on a fait ce tri, on va passer itérativement des exclusions. euh, on va passer les exclusions entre tous les DS. Alors, pour faire ça, on inclut systématiquement le premier DS de la liste, donc ici ulcère de décubitus de stade 2, parmi les DS qui vont être retenus. Et ensuite, on va tester le deuxième DS de la liste, donc ici la cachexie, et on va vérifier si la cachexie est en exclusion avec le diagnostic qui est devant elle, donc ici l'ulcère de décubitus. Les deux diagnostics ne sont pas en exclusion, donc la cachexie va aussi être retenue. Et on va continuer comme ça, ainsi de suite. On va passer le troisième DS, on va vérifier s'il est en exclusion avec les deux DS qui sont devant lui. S'il n'est pas exclu par les deux DAS devant lui, on va le conserver dans la liste. Si par contre il est en exclusion avec l'un des deux, il va être retiré du séjour. Et on poursuit ainsi de suite. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'issue de cette étape, hein, on va retirer, dans notre exemple, deux diagnostics, le E43 qui est exclu par la cachexie et le R41.0 qui lui va être exclu par le R44.1, hallucination visuelle. Voilà. Donc ça, c'est la première étape qu'on a mis en place. Et ensuite, la seconde étape, c'est celle qui consiste à dire que, on veut vraiment une réelle complémentarité entre les diagnostics associés qui sont codés et pour assurer cette complémentarité, on a créé ce qu'on appelait des dimensions. Des dimensions, c'est des groupes de codes et en fait, chacun des codes de la SIM10 va appartenir à un groupe et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ne conserver que le diagnostic de niveau le plus élevé de chacun de ces groupes, de chacune de ces dimensions. Les dimensions, elles ont été construites, grosso modo sur la base un petit peu des CMD du MCO. En gros, hein, vous savez, dès qu'un code est en DP, il l'oriente dans une CMD en MCO et on a récupéré approximativement ces listes. Elles ont été revues dans certains cas particuliers, comme par exemple la CMD 9 où peau et sein ne sont pas dans la même dimension, on les a bien séparés. Voilà, et on a traité des cas particuliers comme ça, mais l'idée générale, c'était vraiment celle-ci. Voilà. Donc, dans l'exemple qu'on a ici, on voit qu'on a notamment trois codes qui appartiennent à la dimension pneumo, donc on va ne conserver que le plus élevé de ces trois-là. Et donc, quand on a passé tous ces processus, on va finalement arriver à la sélection des DS qui vont pouvoir être conservés, et donc ici, qui sont ce qu'on peut voir à l'étape numéro 4. Voilà, c'est ici. Voilà. Donc, pour l'exemple de Monsieur X, on va voir qu'on retient tous ces diagnostics-là et qu'on va pouvoir passer justement donc à la suite du processus. Suite du processus, alors on a sélectionné un certain nombre de diagnostics, donc là, un peu une dizaine. Maintenant, ben, il va falloir attribuer des niveaux à chacun de ces diagnostics. Alors attribuer des niveaux, je pense que tout le monde sait maintenant ici ce que c'est, parce que c'est exactement comme ce qui se fait aujourd'hui, hein. On a une liste de niveaux associés à chaque diagnostic, pour le MCO et pour le SMR. Et pour le SMR, il y a aussi certains actes CCM qui ont un niveau de sévérité et ça reste en place, la liste a été revue. Donc, on va associer un niveau à chacun de ces diagnostics. Là, vous voyez, il y a beaucoup de niveau 2 et quelques niveau 3 dans ce séjour, heu, comme aujourd'hui. L'ensemble des niveaux, des diagnostics et des actes CCM ont été revus dans ce projet. Là, vous voyez la comparaison entre les niveaux actuels pour le MCO, hein, 1, 2, 3, 4 et les niveaux des diagnostics quand ils ont été revus là dans ce nouveau modèle, 1, 2, 3, 4. Alors, on peut dire, le cas le plus fréquent, c'est que les niveaux se ressemblent beaucoup, hein. On a quand même 400 codes de niveau 4 qui restent niveau 4, mais on a des évolutions parce que prendre en compte plusieurs diagnostics et ben, ça veut dire, aussi, bah, que certains vont devoir, soit monter de niveau, soit descendre de niveau. Ben, les modèles, changent là-dessus. Donc tant pour le MCO que pour le SMR, les listes sont revues, sont disponibles dès à présent sur le site, et elles continuent à évoluer même légèrement en fonction des retours. Donc, attribuer des niveaux, c'est ce qui se faisait aujourd'hui, mais là, on va pouvoir prendre en compte tous les diagnostics restants et tous ces niveaux restants. Alors, comment prendre en compte, tous ces niveaux de diagnostics? Voilà, là, on a dans ce séjour 3 diagnostics de niveau 3, 5 diagnostics de niveau 2. Aujourd'hui, eh bien, on dirait que le séjour serait de niveau 3. C'est le diagnostic maximum, de niveau maximum qu'il prendrait. Pour déterminer maintenant le niveau du séjour, en fonction de l'ensemble des diagnostics restants, eh bien, on a ce tableau
ici, là, pour le MCO, vous voyez ici, là, le nombre de diagnostics de niveau 2, 0, 1, 2, 3, 4 ou plus. Là, le nombre de diagnostics de niveau 3, 0, 1, 2, 3, 4 ou plus. Le nombre de diagnostics de niveau 4, 0, 1, 2 ou plus. Dans cette petit camailleux de couleurs, vous voyez les niveaux du séjour. Le niveau du séjour, un diagnostic qui a un séjour où il y aurait 2 diagnostics de niveau 4, eh bien, elle serait niveau 4, automatiquement. Et plus bas, ben, vous avez un séjour où il y aurait un diagnostic de 3 diagnostics de niveau 3, serait niveau 4. Ici, vous le voyez ici. Dans notre exemple, on a 3 diagnostics de niveau 3 et 4 et 5 diagnostics de niveau 2. On est dans cette case ici. Le séjour est niveau 4. Donc vous voyez, c'est un changement conceptuel majeur par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, hein. Le séjour, ce séjour-là serait niveau 3. Et donc, ça se voit ici, hein, on a des séjours qui vont monter de niveau quand il y a beaucoup de pathologies différentes à l'intérieur, même s'il n'y a pas de pathologie de niveau 4 dedans. Ça se voit dans ces cases-là ici, hein, mais vous voyez aussi un séjour qui n'aurait que des niveaux 2, ici, avec 3 niveaux 2, le séjour est classé niveau 3 ou ici aussi. Alors, on voit des séjours qui montent de niveau, mais des séjours peuvent descendre de niveau par rapport au modèle actuel, hein. Par exemple, ici, un séjour qui aurait un seul diagnostic de niveau 3, mais pas de diagnostic de niveau 2, eh bien lui, le niveau du séjour, niveau médical, serait de niveau 2. Alors ça, c'est pour le MCO quand il y a 4 niveaux. Euh, En SMR, on a le modèle à 3 niveaux dont Raphaël vous a parlé. Alors, on a le nombre de diagnostics de niveau 2, le nombre de diagnostics de niveau 3, et là, ben, on n'a pas retracé l'exemple ici, mais vous voyez, avec 3 diagnostics de niveau 2, le séjour serait considéré niveau 3, avec 4 diagnostics de niveau 2 aussi, et un séjour qui aurait un seul diagnostic de niveau 3, mais pas de diagnostic de niveau 2, serait classé niveau 2. Voilà, donc on prend en compte, avec ces combinaisons de niveaux, l'ensemble des informations eh bien, qui sont complémentaires dans le séjour pour déterminer le niveau du séjour. Et avec ce niveau du séjour, eh bien, on a fini nos 3 premières étapes du groupage et on a défini le niveau de sévérité médicale. Et là, le séjour est alors niveau 4, comme on vient de voir. Ensuite, après, les effets ajoutés. OK, donc voilà, on arrive à la dernière étape donc, du modèle qui s'appelle les effets ajoutés. Donc vous connaissez déjà, hein, pour les gens qui connaissent le MCO, hein, les effets ajoutés qui sont les effets notamment liés à l'âge ou dans certaines racines, on peut augmenter le niveau du séjour, dans certains cas en fonction de la racine et de l'âge du patient. Donc c'est le même principe qui est ici, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a calculé le premier niveau de sévérité médicale, on va chercher s'il n'y a pas de facteur modulateur de ce niveau. Donc la modulation ici ne peut être faite qu'à la hausse. Voilà. Et on va voir donc on a retenu plusieurs facteurs. Le premier, c'est le cas particulier, c'est celui des soins palliatifs, et donc de la présence d'un code Z51.5. Alors, ce code, on l'a retiré donc de tous les DS qui donnent le niveau de sévérité médicale et on l'a mis après, pour 2 raisons. Parce que d'une part, c'était difficile de lui attribuer une dimension. Je vous présentais tout à l'heure les dimensions, comme dans le processus de sélection des DAS, et c'est aussi un peu compliqué de lui définir des exclusions avec, d'autres codes de la SIM10. Alors on a eu l'occasion de faire plusieurs présentations, hein, de ce qu'on vous montre ici à diverses occasions dans le passé. Voilà, il y a eu des discussions notamment sur ce code. Donc on va peut-être nous aussi profiter un peu de la période d'expérimentation éventuellement pour revoir si c'est intéressant de le réintégrer avec les autres, plus en amont dans le processus, hein, de le mettre avec les autres DS. En tout cas, jusqu'à présent, ce qui a été fait, c'est que ce code sa présence en fait pouvait moduler donc le niveau du séjour, en disant que si en MCO le séjour à l'issue de tout ce qu'on a pu voir avant était niveau 1 ou 2, on le montait en niveau 3 par la présence d'un code de soins palliatifs. Et en SMR, la règle est de dire qu'il devient niveau 2 s'il est niveau 1 et qu'il devient niveau 3 s'il est niveau 2. Voilà. C'est la règle qui est appliquée, hein, donc c'est la règle de modulation associée au code de soins palliatifs. On vous a aussi parlé des facteurs socio-environnementaux, donc qui sont identifiés par une liste de codes SIM10, donc certains codes en Z, donc là aussi, hein, toute la liste est disponible sur le site. Et donc on a testé, nous, dans nos algorithmes, 123 codes de FSE. Et sur ces 123, donc en MCO, on en a retenu 13 pour donner un effet modulateur. Donc l'effet modulateur ici de ces codes de FSE, c'est de passer le séjour de niveau 1 à 2 ou de niveau 2 à 3 en fonction de ce qu'il aura été avant. Voilà. En SMR, il y a 6 codes qui passent le séjour de niveau 1 à 2 et il y a 4 codes donc, qui sont de FSE un peu plus sévères qui donc autorisent aussi, en plus du passage de niveau 1 à 2, le passage éventuel du niveau 2 au niveau 3. Voilà. Donc pour le SMR, les facteurs d'ajustement
par effet ajouté s'arrête ici. Pour le MCO, il y en a encore 2 autres. Donc le premier, c'est celui des effeuillages, qui va fonctionner selon exactement le même mode de celui d'aujourd'hui. Mais par contre, il y a beaucoup moins de racines qui vont bénéficier d'un effeuillage, que ce soit un effet, adulte ou un effet enfant, puisque, il y a actuellement 201 racines qui pouvaient bénéficier d'un effeuillage dans le modèle actuel et ça va passer à 45 et pour les enfants, on passe de 36 à 12. Donc quand on a pardon, analysé les choses, on s'est aperçu que cette baisse de la prise en compte de l'effeuillage et de son impact, hein, réel sur les durées de séjour, c'était parce que c'était rattrapé au niveau du procédé de CMA multiple, hein, donc du fait de prendre plusieurs codes ensemble. Généralement, les patients âgés, par exemple, ont très souvent plusieurs codes CMA, associés et comme on le prend en compte maintenant dans le processus, mais en fait, du coup, on prend implicitement l'âge en compte pour ces patients. Ce qui explique que, voilà, il y ait moins de racines ensuite avec cet effet-là. Et enfin, le dernier effet, donc c'est l'effet d'essai, voilà, qui reste identique à aujourd'hui, hein. Vous savez que quand il y a un mode de sortie d'essai, le séjour passe de niveau 1 à niveau 2. Voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on a presque notre niveau de sévérité finale. Il reste cette fameuse dernière étape qui, voilà, dont on nous parle aussi depuis longtemps. C'est l'étape donc qui consiste à vérifier si la durée de séjour, est suffisante pour attribuer le niveau de sévérité. Donc là non plus pour l'instant, on n'a rien changé sur ces modèles-là, hein. Donc il faut au moins une durée de 3 jours pour être niveau 2 en MCO, au moins une durée de 4 jours pour être niveau 3 en MCO. Et à partir d'une durée de 5 jours, on peut être niveau 4 dans le nouveau modèle à 4 niveaux et aussi niveau 5 dans le nouveau modèle à 5 niveaux. On n'a pas étendu ici, on n'a pas mis de condition de durée à 6 jours par exemple pour être niveau 5, on l'a laissé à 5 pour l'instant. Pour le SMR, il n'y a pas de condition de durée sur le niveau du séjour, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, il nous reste encore 5 ou 6 diapos. Ensuite, on fera une pause pour, répondre à certaines questions. Ce qu'on voulait montrer ici, c'était un petit peu donc tous ces nouveaux modèles, ils vont avoir des impacts, vous vous doutez bien, hein, puisque le processus change. Et donc voilà, on va montrer un petit peu ce qu'on avait repéré nous en termes de première simulation sur des RSA pour voir donc ce que ça change, à la fois en MCO et à la fois en SMR. Voilà. Donc, si on commence par le MCO, voilà, hein, donc différents tableaux. On a ici donc la part de séjour dans le tableau en haut à gauche dans le modèle actuel. On voit la distribution. Donc ici, c'est uniquement pour le speed complète, hein, ces chiffres-là. Voilà, donc on voit qu'on a c'est à peu près 56% de niveau 1, 20,6% de niveau 2, 16,9% de niveau 3, 6,6% de niveau 4. Et on a mis ici, donc dans la colonne NOUV 4, la nouvelle distribution, hein, de ces séjours, du coup, en termes de niveau 1, 2, 3, 4. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que en fait, les impacts relatifs sont surtout importants pour les niveaux de sévérité élevés. Et on voit notamment qu'on passe de 6,6% de séjours de niveau 4 à 7,9%. Donc il y a quand même une augmentation assez importante du nombre de séjours qui sont pris en niveau 4. Et ce qu'on observe, c'est que malgré le fait qu'on augmente, par exemple, ces séjours en niveau 4, les DMS ou les coûts moyens de ces séjours restent identiques, voire augmentent un petit peu. Donc ça veut bien dire en fait que dans les 1,3% qu'on a rattrapés, c'était potentiellement des séjours qui étaient sous, sous-nivelés, si je puis dire, qu'il y avait un niveau qui n'était potentiellement pas suffisant. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on voit en termes de distribution marginale. Mais par contre, en fait, les impacts, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de compensation parfois entre niveaux. Il y a des séjours qui vont monter de niveau et des séjours qui vont baisser de niveau. Donc on a l'impression, quand on regarde juste les distributions marginales, que ça ne bouge pas beaucoup. Mais en réalité, et c'est l'information ici qui est importante à retenir, c'est que quand on fait la somme des séjours qui changent de niveau, on arrive quand même à 17% de séjours dont le niveau va être modifié par tout le nouveau processus qui a été montré ici. Voilà. Donc je rappelle que c'est que sur le speed complète, hein, ces chiffres-là, mais 17% c'est beaucoup. Donc c'est des gros impacts et c'est ce qui nous a motivé aussi quand même à faire justement cette expérimentation pour pouvoir un petit peu anticiper tous ces impacts-là. Les RSA qui étaient utilisés ici, c'était les RSA de 2023, hein, les informations qu'on montre ici. Voilà. Juste un petit mot ensuite sur le modèle à 5 niveaux. Donc on peut voir que le niveau 5 qui est affiché ici, c'est un niveau qui contient peu de séjours en fréquence, c'est 2,7% au total. Mais par contre, quand on regarde les coûts et les durées, on voit que ce sont des niveaux qui contiennent des séjours très longs et très coûteux.
hein. On voit par exemple que dans le modèle actuel, les niveaux 4 en moyenne font 15 000 €. Dans le nouveau modèle ici, alors c'est marqué Nouv 4 dans la colonne, c'est Nouv 5, hein, c'est le nouveau modèle à 5 niveaux. On voit que du coup, on peut diviser presque ces 15 000 € en 2 sous-parties qui sont d'une part des séjours plutôt vers 10 000 € et d'autres à 23 000. Voilà. Donc c'est l'intérêt du 5e niveau, c'est d'isoler des séjours très lourds. Donc les séjours de niveau 4 dans le modèle aujourd'hui sont déjà des séjours lourds. Mais en fait, voilà, ce dont on s'est aperçu, c'est que dans le lourd, il y a du lourd et du très lourd. Voilà, et c'est l'intérêt de ce niveau 5 notamment. Voilà, et donc il y a des exemples ici, hein, qui basculent pour montrer un petit peu schématiquement ce que pourraient être des niveaux 5, hein. On peut voir ici l'exemple à gauche. Voilà, et on voit que c'est un séjour notamment qui cumule beaucoup de pathologies différentes, qui ont validé tous les processus de dimension, etc., et d'exclusion. Et voilà, donc ce séjour-là serait par exemple un séjour de niveau 5. Voilà pour le MCO. Pour le SMR, on avait testé ce nouveau modèle à 2 niveaux, un modèle, réévalué à 2 niveaux et ce nouveau modèle à 3 niveaux. Quand quand on le 3 niveaux, ce nouveau modèle à 3 niveaux de sévérité pour le SMR, en fait, il redistribue vraiment la description du SMR au niveau de la sévérité. Aujourd'hui, on a en gros, 2 tiers de niveau 1, 1 tiers de niveau 2. Et bien, dans ce nouveau modèle à 3 niveaux, on a 42 de niveau 1, 40 de niveau 2, 15 de niveau 3. On voit ces 3 niveaux de sévérité, sont très différents de point de vue économique, hein, avec des séjours de 29, 39, 56 jours et des coûts, très différents ici, hein. On a là, on ne montre pas ici, hein, mais dans les séjours de niveau 2 et 3, on va avoir soit des patients, plus on va monter en niveau, plus on va monter en âge, en général, mais on a aussi des patients jeunes qui vont être particulièrement, coûteux parce ils sont polypathologiques, ils vont se retrouver dans les niveaux élevés. Donc c'est un modèle particulièrement intéressant aussi pour le SMR. Alors, ces nouveaux modèles, pourquoi faire? Alors, on a voulu une présentation synthétique. Si vous voulez plus de détails sur l'ensemble des effets, vous pourrez le retrouver sur le site, notamment quelque chose qui s'appelle un GT4 avec beaucoup de tableaux et au-dessus, hein. Ce qu'on a pu voir, c'est que, bon, déjà étonnamment, de passer de prendre en compte un diagnostic à prendre en compte plusieurs diagnostics, ça améliore les choses. Mais ça améliore beaucoup les choses et ça améliore les choses, dans tous les axes d'analyse qui ont pu être étudiés, dans tous les axes d'analyse qui ont été proposés. En MCO, c'est la chirurgie programmée et non programmée qui est améliorée d'un point de vue de la description, et du point de vue de la description économique, enfin médicale et économique. La médecine, la cancérologie, les pathologies chroniques, toutes les grandes pathologies principales, toutes les CMD, en fait, on voit des améliorations de la description économique et pour les patients âgés, hein, c'est ce que Vincent en parlait ici. Pour tous les types d'établissements, ce modèle, améliore la description économique des séjours. Voilà, donc ça marche bien de partout. On a une amélioration, tant pour le nouveau modèle à 4 niveaux que pour le nouveau modèle à 5 niveaux. Alors les 2 sont performants. Le modèle à 5 niveaux, hein, je pense que Vincent a pu le montrer ici, hein, rapidement, ça offre une plus grande finesse dans la description médicale, et une augmentation très importante de la performance économique parce qu'on arrive à isoler des séjours très longs et très coûteux qui ne sont pas isolés dans le modèle à 4 niveaux et ça met aussi en lumière le fait que, aujourd'hui, il y a des séjours qui sont particulièrement longs et coûteux, qui sont dans ces niveaux, 4 qui sont hétérogènes. En SMR, toutes les grandes types de pathologies principales, hein, quand on ne regarde pas catégorie majeure, le modèle est intéressant. En neuro, en locomoteur, enfin voilà, on a des niveaux 3, des proportions de niveau 3 importantes et bien différentes des autres niveaux. La cancérologie est aussi impactée, les patients dépendants, on a des patients qui peuvent avoir une dépendance forte et peu de niveaux de sévérité, des patients dépendants et avec beaucoup de niveaux de sévérité et voilà, on a des effets différents, ça, les 2 variables ne disent pas la même chose. Voilà, c'est une nouvelle variable qui dit quelque chose. On a les différents types d'unités médicales qui disent quelque chose aussi, enfin qui sont impactés par ce type de modèle. Voilà, Raphaël l'avait dit aussi, hein, le modèle à 2 niveaux aujourd'hui, on a beaucoup dit qu'il était binaire. Ben voilà, on montre qu'il est binaire ici aussi, hein. Le modèle à 3 niveaux, je pense que l'ensemble des retours, hein, depuis qu'on fait cette présentation, voilà, on dit que ça nous garantit une meilleure explication des séjours. Voilà, ça c'est un peu rapidement ici, hein, où il y a plus de détails dans d'autres choses sur le site. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu comme accueil du part, je pense, du part de l'ensemble de nos partenaires, des fédérations et puis des autres partenaires. On a eu un accueil très positif de ce changement dans les 2 champs.
On peut dire que c'est une innovation majeure attendue depuis longtemps. Alors, c'est vraiment un très longtemps, hein, parce que je pense dans les premiers comités techniques qui se sont passés pour la classification en MCO, dans les rapports, c'était: «On attend la prise en compte de la polypathologie». Donc 10 ans plus tard, elle arrive. Elle arrive, c'était pas facile de le faire, mais voilà, elle arrive sous cette forme-là. En SMR, il y a un troisième niveau qui est nécessaire. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas de doute parmi l'ensemble des acteurs. Et là, en MCO, bah, le cinquième niveau est discuté. Discuté parce que vous comprenez bien les enjeux, hein. C'est ajouter de la complexité un peu dans les case mix, avoir un niveau supplémentaire, mais c'est aussi une plus grande finesse dans la description. La DGOS l'a inscrit dans le calendrier des réformes sans avoir de date fixe pour l'instant. On a un 2028 qui est une mise en œuvre attendue. Voilà, parce que c'est attendu, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, hein. C'est une charge de travail parce que il va falloir prendre en compte ces nouveaux modèles, dans les équipes DIM, réaliser des mesures d'impact financier. On sait que c'est quand même c'est très important. Puis vous savez bien aussi qu'il y a beaucoup d'autres réformes nationales qui existent, en parallèle de celle-ci. Donc on n'a pas encore un calendrier totalement définitif, pour ceci. Hem En attendant que ce soit mis en œuvre, il y a une phase d'expérimentation, expérimentation qui va, être pour les établissements, s'approprier, tester, améliorer et tester les modèles et puis pour nous, pour nous, ce sera améliorer les modèles en fonction de l'ensemble des retours qu'on va avoir, hein, et donc c'est aussi le but de ce webinaire aujourd'hui, hein, c'est d'avoir des retours, bah, soit en direct, hein, soit après sur les choses qui vont bien, les choses qui sont claires, pas claires, les choses qui ne devraient pas exister comme ceci, enfin voilà, on attend des retours le temps avant cette mise en œuvre qui arrivera. Donc on a prévu des accompagnements pédagogiques, et la mise à disposition d'outils dont on va vous parler juste après. Hem, En attendant de vous présenter les différents outils sur le site, et j'ai bien vu que les liens circulaient, voilà, les liens circulaient. On a mis en ligne pour l'instant, bah, l'ensemble des éléments qui sont liés à ces nouveaux groupages. Un fichier avec l'ensemble des niveaux, des diagnostics pour le MCO, pour le SMR, l'ensemble des niveaux liés au code, FSE, soins palliatifs, enfin voilà, il y a tout dedans, dans un fichier Excel. Un manuel, explicatif du groupage, aussi, et puis une petite application pour essayer de s'aventurer dans les nouvelles exclusions. Voilà, donc ça, c'est pour les éléments, les paramètres de tous ces modèles-là, hein. Voilà, et voilà, si vous voulez un peu une bonne série en 4 épisodes, parce qu'on a 4 groupes techniques qui se sont faits, chacun de 2 heures, qui expliquent la méthode qui a été suivie à chaque fois, et puis là, il y a les réactions un peu des différentes fédérations que pour chacun de ces éléments, voilà, ça 2 heures par GT. Le GT4 est celui où il y a les résultats détaillés par champ, mais tous sont extrêmement intéressants, hein, voilà, n'hésitez pas à les visionner. Alors, on a passé un petit moment, je pense, dessus, voilà. Alors juste avant de prendre l'ensemble des questions, pour les documents qui sont en ligne et ceux qu'on mettra en ligne, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour dire que, vous trouvez que d'abord, les documents ne sont pas clairs, voilà, on a voulu faire des documents le plus clairs possible, mais ben, des fois on n'y arrive pas, hein. Donc des fois, c'est clair pour les équipes qui travaillent dessus, mais c'est pas forcément clair pour vous. Donc dites-nous c'est pas clair, on a besoin d'une explication supplémentaire. Si vous trouvez que des niveaux ne sont pas adaptés, et ben, dites-le nous aussi. Il y a 17 000 codes Team 10, il est possible qu'il y ait encore des anomalies ou des choses qui semblent pas correspondre à une pratique de terrain. Dites-le nous, ben, on réévaluera les choses tant que c'est possible. Voilà, donc pour l'instant, c'est une adresse mail que vous voyez ici. Envoyez des mails ici, pour nous faire vos retours. On verra par la suite si on trouve d'autres formats pour avoir des échanges plus faciles. On a beaucoup parlé, on a beaucoup de questions en attente. C'est le moment, je pense, des questions. Heu, Caroline? Oui. Oui, voilà, allez-y. Merci Nicolas, merci Vincent. Super. Alors là, vraiment, on a un nombre de questions qui montrent l'intérêt de nos participants. C'est super. Ce qu'on va faire, c'est que comme il y en a beaucoup, il faut un petit peu trier tout ça. On va faire un premier groupe de questions et pour chaque temps que vous avez présenté. Et puis s'il y en a qu'on a oublié, on les reprendra après. Vous inquiétez pas, pour ceux qui participent et qui n'auraient pas vu leurs questions posées. On,
on les a en tête. On a vu passer des questions concernant les niveaux de diagnostic. Est-ce que tel diag a changé ou pas? Bon, ça, on va les garder pour la fin parce qu'effectivement, on pourrait vous répondre, mais vous allez avoir toutes les informations via le site ATIH. Donc, si on a encore du temps après, on pourra prendre le temps de répondre à vos questions. Mais là, on va prioriser sur les questions, méthode, sélection des diags, voilà, les méthodes retenues. Alors, sur la sélection des diagnostics et en particulier sur, les exclusions, Vincent, j'ai, des questions sur, l'indice de priorité. Alors voilà, on a eu des questions. Est-ce que, l'ordre de saisie des codes, compte? Est-ce que c'est l'ordre, c'est l'ordre alphabétique? Et donc plus concrètement, comment a été calculé, l'indice de priorité pour attribuer après l'ordre, des exclusions, s'il te plaît? Donc c'était assez expérimental parce que c'était un petit peu difficile pour nous de trouver des critères, justement, une fois que plusieurs diagnostics ont le même niveau, comment est-ce qu'on les hiérarchise? Donc le choix qu'on a fait, en fait, il est basé sur 2 critères. Le premier, c'est alors donc, vraiment en disant on veut favoriser les plus précis. Donc d'abord, on met en général tout ce qui est les diagnostics en point neuf. Donc on a une liste de diagnostics qu'on appelle plutôt imprécis, donc ça contient quasiment tous les points neufs de la SIM10 et d'autres diags. Donc ces diagnostics-là, en général, passeront toujours après les diagnostics qui sont ni point neuf, ni voilà. Enfin, donc ça, c'est le premier critère. Mais c'est un critère encore très binaire, hein, c'est-à-dire c'est précis ou imprécis. Donc ensuite, c'est là où on a été, très, très expérimental. On a construit un indice en regardant pour chaque diagnostic avec combien de catégories de la SIM10 il était en exclusion quand il était en position de DP. Voilà, donc voilà, et on se dit qu'en fait, plus un diagnostic est souvent en exclusion avec d'autres diagnostics de la SIM, plus ça veut dire que c'est un concept au centre de beaucoup de choses et moins on veut le prioriser. C'est-à-dire qu'on préfère prioriser plutôt des diagnostics qui sont rarement en exclusion avec d'autres parce qu'on a considéré qu'ils véhiculaient une information qui leur était plus propre. Mais voilà, hein, c'est un critère, bon, c'est tout à fait discutable et ça a été discuté, hein, d'ailleurs, pendant plusieurs présentations qu'on avait faites en nous disant: «C'est quand même un critère un peu compliqué, ou c'est un critère qui est pas très intuitif», dans le sens, voilà, quand on va coder, on va pas se rendre compte de qui va passer devant l'autre. Voilà, et ça aussi, on peut être amené à y réfléchir, en fait, à voir si on peut rehiérarchiser les codes de même niveau de façon différente. Quitte à prendre l'ordre alphabétique, hein, même si, c'est pas très satisfaisant intellectuellement, c'est plus simple en termes de compréhension. En tout cas, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que quand bien même on change aléatoirement l'ordre des diagnostics qui sont retenus, pourvu qu'on garde au moins l'ordre par niveau, les impacts sont très faibles en fait, hein, sur les résultats finaux. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur cet indice. Merci merci Vincent. Une petite question sur la complémentarité des diagnostics et le sujet des dimensions. Est-ce que tu peux revenir sur, le choix du niveau, par dimension, s'il te plaît, Alors, le temps que Nicolas, retrouve, la diapo. Donc c'est assez simple en fait, hein, quand on a plusieurs diagnostics qui appartiennent à une même dimension, on sélectionne celui qui a le niveau maximum. Donc dans l'exemple ici, on a 3 codes dans la dimension, pneumo. Voilà, donc on en a 2 qui ont le même niveau et qui est en l'occurrence 3, donc on va retenir, un diagnostic de niveau 3. Voilà. super, merci beaucoup. Voilà, juste pour compléter sur les dimensions, dans les travaux qui ont été présentés et menés, on a essayé, différents niveaux de dimensions, un niveau plus macro, puis après des niveaux plus fins. Pour l'instant, on en reste avec un niveau encore assez macro et à l'avenir, en fonction des remontées, on pourrait avoir un peu plus de dimensions, être un peu plus fin, là-dessus. L'idée, c'est de sélectionner beaucoup de diagnostics, mais pas trop, pour qu'ils restent assez complémentaires et qu'on garde des diagnostics qui assurent bien une charge en soins supplémentaire quand on les prend ensemble. Voilà. Donc, pour l'instant, dans cette V1 de ce nouveau modèle, en tout cas, on est là-dedans et c'est ce qui a été, je pense, voilà, accepté par l'ensemble. OK, des questions sur, la prise en compte. Alors en SMR,
de l'affection étiologique ou du MMP selon qu'ils s'amènent au choix de gène. Et donc de l'autre qui ne serait pas pris en compte, est-ce qu'il est pris en compte en DAS pour le niveau de sévérité? Et de la même façon, en MCO, est-ce que le DR intervient ou pas dans le choix, enfin dans le modèle sévérité? Alors pour le SMR, on n'a pas changé, l'algorithme actuel d'exclusion. Enfin, les diagnostics potentiellement CMA aujourd'hui, c'est ceux qui ne c'est les diagnostics MMP et DAS qui n'ont pas servi, à grouper dans le GN. Donc, MMP ou DAS qui n'ont pas servi, pas l'AE. Pas l'AE pour beaucoup de questions. Peut-être qu'on le reverra un jour à l'avenir, hein, mais pour l'instant, il y a des AE qui sont pas toujours pertinentes, voilà, que c'est pas pris en charge directement dans le séjour. Et Et le alors, DR, au niveau du pardon. DR, alors le DR a plutôt un équivalent d'épée en MCO. Donc il est utilisé, mais il est utilisé plutôt pour exclure. Donc c'est-à-dire que quand on passe pendant les exclusions d'EPDAS, ça c'est vrai j'ai oublié de le mentionner, on regarde aussi si jamais il y a un DR renseigné, le DR prend la place de DP en plus du DP pour éventuellement exclure des DS du séjour. Comme c'est le cas aujourd'hui, hein, ça il y a pas de changement à ce niveau-là. Ça me fait rebondir sur des questions sur la prise en compte des sévérités en HJ, que ce soit en MCO ou en SMR. Est-ce qu'on a regardé des choses à ce sujet? Et pour le MCO, en parlant d'AJ, est-ce qu'on a regardé de plus près pour les séjours RAAC, pour les GHM, les racines de GHM de chirurgie, qui sont éligibles au retour à domicile rapide, enfin, Je vois bien. anticipé à Mmh. domicile, s'il te plaît. Mm. Peut-être juste pour le SMR là, pour Oui, l'HDJ, c'était pas dans le scope, dans le champ de ce travail-là. C'était vraiment pour, l'HT qui représente quand même pour le SMR la majeure partie de l'activité, hein. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas le faire pour l'HDJ aujourd'hui. Voilà, on a la question de la granularité de l'HDJ qui n'a pas encore beaucoup de journées et quand même beaucoup de groupes encore dans la classification. Il faudra le faire. Faudra le faire et pas sur les mêmes critères et avec les mêmes méthodes, voilà, la prise en compte des DS n'est pas on peut pas utiliser la durée, enfin voilà, c'est un autre travail à mener ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas aussi important. Ouais, du coup, pour MCO, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'au niveau des séjours ambulatoires, de toute façon, comme on a vu sur le critère de durée aussi, hein, tous les séjours de moins de 3 jours ne sont pas concernés par la sévérité. Ils ne le sont toujours pas dans ce nouveau modèle. Voilà, donc il n'y a pas eu de modification là-dessus. Et au niveau de la RAC, alors je sais pas, je suis pas sûr d'avoir compris la question, mais en tout cas, si c'est, est-ce qu'on va rajouter des racines, voilà, éligible RAC, c'est autre chose, c'est une autre question. Voilà. Indépendante un petit peu de ce qu'on fait ici, voilà. alors, une petite question, je ne sais pas si... En fait, elle est peut-être arrivée avant que vous en parliez, donc peu importe. On va quand même le redire. Est-ce que les niveaux de sévérité et donc les CMA ont été modifiés entre le Oui, modèle actuel et le futur? oui, oui, alors, en tout cas, ils ont tous été revus, tous, enfin, là, vous trouvez sur le site, un fichier qui s'appelle SIMCCAM, pour diffusion. Je crois que c'est comme ça que c'est son petit nom. C'est un fichier Excel et vous verrez le niveau actuel et les niveaux revus dans le modèle à 4 niveaux et 5 niveaux MCO, le niveau à 3 niveaux en SMR. Tous les codes ont été revus ont été étudiés d'un point de vue statistique et revus d'un point de vue médical à l'agence. Donc il y a 17 000 codes revus. Et là, donc, on avait la proportion de codes qui changeaient de niveau en MCO. Ici, hein, donc vous en avez 13 000. Non, vous avez ici là sur la diagonale, vous avez ceux qui ne changent pas de niveau. Tous les autres vont changer de niveau en MCO. En SMR, il y en a beaucoup plus parce que on passe de 2 niveaux de sévérité à 3 niveaux de sévérité. Donc c'est vraiment voilà, et ça, le passage de l'un à l'autre, c'est vraiment un concept très différent. Donc vraiment tout a été revu, MCO, SMR et les codes FSE aussi. Voilà,
pour plus de détails, voilà, vous pouvez vraiment consulter pour chaque code, il faudra consulter le fichier. Au passage, je me permets, Caroline, pardon, parce que j'ai Oui, revu passer rapidement la question sur la oui. RAC, donc en disant que voilà, s'il fallait aussi un cumul de diagnostics pour pouvoir avoir le GHM qui va servir de base au calcul du GHS pour la RAC. Ici, en fait, Nicolas l'a montré rapidement tout à l'heure, mais en attendant, dans les modèles MCO, le fait d'avoir toujours un diagnostic de niveau 2, ça va quand même basculer le séjour en niveau 2. Après, par contre, voilà, pour les niveaux 3 et 4, je pense que ce n'est pas les cas les plus fréquents. Là, effectivement, il peut y avoir des modifications. Voilà. Mais merci, Caroline. Du coup, Pas de souci. Qu'est-ce que je veux dire? Alors on a des questions, sur, les codes, je pense que ou sur, la disponibilité des fichiers. Je pense qu'on le verra dans le deuxième temps et normalement vous aurez les réponses à vos questions. Par contre, on a des questions sur, est-ce qu'il est possible que certaines prises en charge voient leur niveau baisser? Est-ce que, on a regardé, l'effet sur, les recettes, des établissements? Voilà, l'impact, Euh, de cette, mise en place, voilà. Est-ce que vous avez une réponse à Nous avons une réponse satisfaisante. Je sais pas, je vous laisse en juger. Alors d'abord pour la première question, est-ce que tous les séjours vont monter de niveau? Non. Non, c'est ce qu'on voit ici, là, par exemple, dans ce tableau pour le MCO. Bah, en fait, certains séjours qui étaient avant classés niveau 3 vont bien passer en 4 niveaux parce qu'ils ont beaucoup de diagnostics de pathologie à l'intérieur. Mais certains qui n'ont pas beaucoup de pathologie par rapport aux autres vont baisser. Par exemple, un séjour, il y avait un seul niveau 3 et pas de niveau 2, ben, va être là considéré niveau 2, hein. C'est ce que a montré Vincent. Peut-être que je peux le remontrer ici, là. Euh, hop, voilà, donc en fait, quand on passe de 4 niveaux à 4 niveaux, vous voyez, hein, des séjours vont monter, mais d'autres vont baisser. Ici, hein, c'est des vases communicants, hein. Ceux qui baissent ont en général ont raison de baisser, ils sont mieux en niveau 3 qu'en niveau 4, mais voilà, c'est une réorganisation des niveaux, des séjours dans les différents niveaux. Et il y a la question des recettes. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de voilà, donc c'est une question importante, hein. Pour l'instant, on n'est pas encore à cette phase-là de faire des recettes, faire des simulations financières, voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. On est dans cette phase de présentation des modèles. Il y aura, d'appropriation par tout le monde et après, dans la phase suivante, hein, quand on aura une date fixe, on aura une simulation financière, enfin voilà, tout ce processus qu'on connaît. OK. Alors j'ai une question sur, la CMD 14 et 15 et sur, l'existence de travaux pour les sévérités ABCD. mmh. Est-ce Alors, qu'il y oui, a du coup, oui, alors on parle souvent ici de MCO de manière un peu abusive. En fait, on devrait enlever le O puisque c'est vrai que les CMD 14 et 15 sont pas concernés, par ces modifications-là puisqu'elles elles sont déjà très particulières, hein, dans leur niveau. Je verrai si Raphaël a quelque chose à dire, mais il me semble pas qu'à court terme, il y ait de révision prévue, pour ces 2 CMD. Donc, voilà. Raphaël, si tu veux me contredire, contredis-moi, sinon ne dis rien. Et voilà. Ah, je crois qu'il ne dit Bon, bah, rien. voilà, je crois que c'est Voilà. bon. Je crois qu'il ne dit rien. Alors voilà, Heu, pas de Non, je ne dis rien. mmh. d'accord. Je voudrais peut-être juste rebondir. Je vais m'auto-poser une question, Caroline, si ça ne dérange pas. tout à fait. Je vois passer juste une question sur, la question du sous-codage de CMA actuel. En fait, vous avez raison, enfin, voilà, c'est une question, importante, enfin, voilà, qui est importante. Quand on a commencé à travailler sur cette question de révision des sévérités, on ne pensait pas trouver des CMA multiples. On se disait: «Les bases seront sous-codées parce que le modèle de financement actuel, à la sévérité max, incite à sous-coder». On prend en compte qu'un seul diagnostic. Il se trouve qu'en fait, les bases MCO et les bases SMR sont extrêmement riches. En fait, il n'y a pas de sous-codage, il y a peut-être un sous-codage, je sais pas si le terme, je sais pas si c'est un bon terme, en tout cas, un codage non exhaustif. Mais de fait, il y a beaucoup de séjours, il y a beaucoup de diagnostics codés dans les séjours. Il n'y a pas uniquement la CMA max qui est codée. Donc aujourd'hui, on peut bâtir des modèles performants permettant de bien décrire les séjours avec l'ensemble des pathologies dedans. Ce qui ne veut pas dire qu'en mettant un tel modèle en place, bah, ça va forcément, enfin on est bien conscients tous que ça va inciter à coder
plus exhaustivement les pathologies de chaque séjour. Donc, il y aura un moment donné où il faudra remettre à plat les paramètres du modèle pour revoir finalement, eh ben, comment tout ceci va s'est réorganisé. Donc, c'est pour ça qu'on propose, une phase, d'expérimentation. C'est que pour qu'il y ait il y aura une petite montée en charge, une petite où là, on est un peu à l'aveugle, hein, la montée en charge entre le codage aujourd'hui et le codage demain, on ne sait pas aujourd'hui, quelle sera cette montée en charge. Est-ce qu'il y aura une vraie différence ici? Mais il y aura une phase de retest en tout cas, pour revoir comment le codage s'est organisé. Effectivement. Des questions sur, les effets ajoutés. Pourquoi n'y a-t-il pas d'effets, ajoutés liés à l'âge, en SMR? Alors pour une raison assez simple, c'est que là, je joue déjà sur le groupe de lourdeur en SMR, et quand l'âge a un effet, on préfère le mettre dans le groupe de lourdeur avec la dépendance et c'était l'option qui a été prise, ici, ici. Très bien. Est-ce qu'il vous serait possible de réexpliquer comment sont, utilisés les FSE dans les effets ajoutés? Oui. Alors, les FSE, en fait, on les identifie, hein, c'est par des codes SIM10, qui sont des codes en Z, hein, par exemple, il y a le Z75.1 ou 2, je ne sais jamais lequel sujet attendant d'être admis ailleurs dans un établissement adéquat, hein, par exemple. C'est un des codes qui est utilisé ici et qui a un vrai effet FSE. Et alors, son effet, il consiste à dire, donc, pour le côté MCO, par exemple, que si le séjour est niveau 1 à l'issue de toute l'étape de ce qu'on qui amène à ce qu'on a baptisé le niveau de sévérité médicale, et ben, en fait, la présence de ce seul code va monter le séjour en niveau 2. Et si le séjour est niveau 2, du coup, il va même monter en niveau 3. Hein, c'est ce qu'on peut voir dans la petite boîte, à gauche pour le MCO. Et pour le SMR, c'est le même algorithme, c'est simplement les règles qui sont un petit peu différentes, puisque voilà, on voit que sur les 10 codes qui ont été retenus en SMR, avec un effet FSE, certains d'entre eux, font passer le jour de 1 à 2 et d'autres font passer le jour de 1 à 2 et en plus de 2 à 3 quand le séjour était niveau 2, en termes de niveau de sévérité médicale. Merci. Une petite question SMR, varie. Donc là, il y a une question qui dit, les séjours de moins de 8 jours avec sortie par mutation, décès ou transfert auront-ils un niveau de sévérité ou pas? Oui, Alors je oui, sais oui, pas pourquoi les moins de 8 oui. jours. Alors, bon, oui, là, on est 2 à répondre aux questions et peut-être que les choses qui voilà, peut-être que je vous dirais que, normalement, il y a un niveau de sévérité calculé, quel que soit le mode de sortie pour le SMR, et que ce mode de sortie ne joue pas sur le niveau de sévérité. Voilà, vous voyez que j'ai un la question me semble, enfin, voilà, peut-être que d'autres me contrediront ici, mais voilà, je vois pas de niveau de sévérité qui serait influencé par le mode de sortie. Pour le MCO, oui, mais pas pour le SMR. Au moins comme ça on a précisé. Alors comment la DMS est prise en compte en MCO? Et une personne nous dit qu'elle n'a pas bien compris. La DMS à ce niveau-là, à quel moment? Je suis pas sûre, peut-être, oui, les durées de séjour, Alors effectivement. si c'est la Alors les durée de séjour, seuils, on va dire. ouais, d'accord. Bah, c'est les mêmes qu'aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que, aujourd'hui, quand bien même toutes les conditions sont remplies, que ce soit avec un diagnostic associé ou un effet âge ou peu importe, qui peut donner un niveau de sévérité au séjour, ce niveau peut être rabattu à 1 dans la quasi-totalité des cas, pas toujours, il y avait l'exception de la RAC par exemple, qui va rester telle quelle, hein, d'ailleurs, hein. Voilà, ou, en gros, si le séjour n'a pas une durée minimale, son niveau peut être, rétrogradé. Donc par exemple, si un séjour est de niveau 3 mais qu'il a duré 3 jours, il est rétrogradé en niveau 2. Voilà, c'est ce qu'on peut voir sur le tableau donc qui est présenté ici. Donc c'est déjà voilà, hein, c'est déjà comme ça aujourd'hui, donc il y a pas d'évolution, à ce niveau-là. Voilà. Je ne sais pas si la Mmh. question concernait, ces seuils de durée ou autre chose, mais voilà, C'est pas voilà pour les seuils. précisé, donc si c'était pour une autre question qu'on n'aurait pas compris, bah, vous pouvez repréciser,
dans le chat, hein, Ouais, et juste peut-être une précision parce que je vous remercie, monsieur Le Gac Patrick, du coup, pour la précision pour la mode de sortie. Le GME ne bouge pas pour les séjours de moins de 8 jours, c'est bien le GMT qui peut être différent pour les séjours de moins de 8 jours. Voilà. Je vous On laisse. a une autre question sur le SMR, Nicolas, justement. Ouais. Comment sont pris en compte les CMA pour les séjours de plus de 90 jours? Est-ce Oui, que alors, tu peux le, préciser? le modèle de financement n'a pas changé, du coup, le modèle de financement, il n'est pas dans ce projet ici, hein, avec le GME descriptif d'un côté qui prend en compte tout le séjour et le GME calculé sur les 90 premières journées. Voilà, la question de l'évolution du modèle n'est pas aujourd'hui dans les tuyaux des gens qui parlent ici. Donc voilà. Je, euh, j'ai vu passer juste une petite question sur le code de attente de placement, je crois que je l'ai vu quelque part aussi, pour le SMR. Vous êtes 75.1, hein, c'est ça? Donc on prend bien, on prend toujours, on prend en compte pour les séjours de plus de 30 jours dans le modèle. On n'a pas reprécisé ici, hein, c'est dans les autres documents. Je reviens un petit peu en arrière parce que pour rappeler, s'il vous plaît, la définition des dimensions. Qu'est-ce qu'elles sont? Est-ce que Bah, on peut euh, Oui. les di- Alors, les dimensions. Alors, déjà, comment sont-elles utilisées, hein, une fois qu'on a passé l'étape 2, hein, qui est montrée sur la diapo ici, c'est-à-dire qu'on a passé les exclusions entre les DS. Voilà, on va regrouper tout ce qui a été conservé, au sein de certaines dimensions. Donc là, par exemple, on a 3 codes dans la dimension pneumo et on va ne garder que le plus élevé de ces codes-là. Voilà, ça, c'est ce qu'on a réexpliqué tout à l'heure. Comment ont été définies ces dimensions? Donc, voilà, c'est approximativement, c'est très proche des CMD du MCO. C'est-à-dire, en MCO, notamment, tous les codes, quand ils sont en position de DP, amènent dans une CMD. Et en gros, ces listes-là sont presque les mêmes listes que celles qui ont été utilisées par les dimensions. Donc voilà, c'est presque une répartition. En fait, c'est presque une répartition par organe des différents codes de la SIM10. Il y a quelques ajustements, hein, qui ont dû être faits par rapport à cette notion de CMD, hein. Donc la notion de CMD, c'est très vulgarisateur ici. C'est vraiment pour voilà, comprendre à peu près quelle est la granularité de la dimension et sa mécanique générale. Mais voilà, il y a des adaptations qui ont été faites et là aussi, hein, toutes les dimensions sont répertoriées dans le fichier dont parlait Nicolas, le SIM-CCM diffusion. Pour chaque code, on peut voir à quelle dimension il appartient. Il y a aussi un libellé de la dimension, voilà, pour expliquer, pour mettre des termes derrière des chiffres, derrière des numéros. euh, Et peut-être juste pour cette question, si ça intéresse, enfin, la notion de oui, dimension est une notion qui est utilisée dans d'autres classifications à l'international. Enfin voilà, et à peu près avec les mêmes périmètres ici, hein. Donc voilà, il faut qu'il y en ait beaucoup, mais pas trop non plus. Que les diagnostics choisis soient complémentaires, sans tout épurer. encore une question sur les niveaux de sévérité. Est-ce que les listes des CMA sont les mêmes pour le MCO et le SMR? Non, non, peut-être, ça me permet aussi de répondre à une autre question, c'est, comment, en fait, comment on détermine un niveau de sévérité? Je vois qu'il y a eu des questions là-dessus. Est-ce que c'est un peu comme avant? Alors, si vous avez, le courage ou peut-être le temps, parce que voilà, vous pourrez voir on en parle dans le GT2 qui est sur le site, hein, c'est GT2 heures. Pour définir un niveau de sévérité, donc il y a 2 parts. Il y a une partie statistique. On fait un modèle statistique qui permet de mieux expliquer la durée de séjour et les coûts. Ça, c'est la première chose d'un côté, le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est une relecture médicale. Le modèle statistique essaye de créer des groupes homogènes avec le modèle, dire bah, les niveaux 4 doivent durer plus longtemps, doivent être plus coûteux. Et là, en prenant en compte plusieurs diagnostics. Et après, la partie médicale va homogénéiser et dire ça, c'était idiot de le mettre en niveau 1, c'est un diagnostic sévère, il faut le remonter. Ou c'était idiot de le mettre en diagnostic sévère parce que c'est un diagnostic qui n'est pas très grave, on va le mettre ici. Ou ces diagnostics sont proches, il doit avoir le même niveau.
Donc, la partie méthode est vraiment la même pour les deux champs, c'est-à-dire qu'on a les deux piliers, la statistique et la relecture médicale. Par contre, après, les résultats vont être différents pour les deux champs. Ça veut dire, parce qu'en MCO, d'ailleurs, il y a 4 niveaux de sévérité pour les diag. En SMR, il y a 3 niveaux, donc bien des listes différentes qu'on a quand même comparées pour que, voilà, que les choses soient cohérentes d'un champ à l'autre. Et je répète, si vous voyez des choses qui vous semblent des anomalies, des choses étranges, n'hésitez pas à nous écrire à 17 000 codes. Voilà, il n'y a pas 17 000 agents à l'agence. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mot ici. Super. Écoute, je pense qu'on a fait le tour du premier groupe de questions parce que là, il y en a beaucoup, mais il y en a une partie qui va trouver réponse dans la suite de votre présentation. Donc, je vous propose de continuer la présentation. Je vous laisse la parole. Eh bien, on y va. Eh bien, on y va. Alors, l'expérimentation aujourd'hui, ce sont des outils qu'on voudrait proposer euh, eh ben, pour vous donner un peu à voir un peu ces modèles dans vos établissements. C'est deux objectifs pour nous. D'abord, c'est pour les établissements, hein, pour vous, s'approprier les nouveaux modèles. C'est des changements de concept, des changements peut-être de consignes de codage, de plein de choses qui vont être un peu différents. Heu, voilà, donc pour vous, s'approprier ces nouveaux modèles. Comment ça marche? Est-ce que c'est pareil, pas pareil? Où est-ce que ça peut être différent ici? Et faire des retours, sur les éléments qui vous semblent que vous jugez inadaptés, erronés ou je dirais incompréhensibles. Parce que c'est un nouveau modèle qui est un peu différent, donc peut-être que c'est pas très compréhensible. Et puis c'est aussi voir un impact. Est-ce que ces nouveaux modèles, comment ils décrivent l'activité dans vos établissements aujourd'hui? Est-ce qu'ils décrivent bien? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile dans vos établissements pour, comprendre votre activité? Avec des outils qui vont être dédiés. Donc ça, c'est pour, les établissements et puis d'un point de vue un peu, j'allais dire presque égoïste pour l'agence, c'est améliorer ces modèles. On a un peu de temps de transition avant l'application, je sais que des fois, on a des applications qui peuvent être un peu brutales, entre, le modèle et son application et là, on a un peu de temps pour les améliorer avec le retour des établissements, l'ensemble des retours que vous nous ferez, puis évaluer les résultats avec les données actuelles en espérant que, peut-être le codage change un petit peu, avec la diffusion de ces différents outils. En fonction de leur utilisation, ces outils, seront aussi amenés à évoluer, hein, ici. Voici ce qui a pu être mis en place aujourd'hui, 2 types d'outils. Alors ce sont des outils un peu alors c'est pas des outils live du tout, c'est des outils asynchrones, mais qu'on va faire évoluer, 2 fois dans l'année, pour l'instant. Voilà, c'est pour l'instant, on verra la montée en charge de tout le monde ici. Ce qu'on a prévu, du coup, c'est quand l'établissement fait des remontées, par exemple là, ce sera avec les données M7, données M7 à la TIH, on va ici, chez nous, grouper en nouvelles sévérités, hein. Modèle 4 et 5 pour le MCO, modèle à 3 niveaux pour le SMR et puis, on va prévoir, 2 types d'outils. Alors, on appelle ça un outil, le 1er ce sera un fichier Excel qui sera à votre disposition, par la plateforme qui s'appelle Transfert. Et je n'ose pas vous demander qui connaît la plateforme Transfert, mais voilà, on va vous en parler juste après. Donc ce sera un case mix de groupage, voilà, de votre activité avec les données M7 qui ont été remontées. Juste pour cela, hein, on fixe les données qui ont été remontées à une date. Là, c'était au, 31 septembre, je crois. Voilà, qu'est-ce qui a été remonté à ce moment-là? On fait un groupage et on va déployer, faire des fichiers Excel qu'on va mettre sur une plateforme. Le deuxième outil, ce sera Expériment, ce qu'on appelle, c'est un logiciel qui va être à télécharger et c'est un logiciel qui pourra donner le lien entre les séjours, les identifiants dans votre établissement, exactement, dans votre établissement, vos séjours, leur identifiant établissement et les nouvelles sévérités dans l'établissement. On va maintenant détailler chacun de ces outils. Alors, c'est vrai que parfois le terme expérimentation, il fait référence, enfin implicitement, à une sous-liste d'établissements qui seraient concernés. Ici, tout ce qu'on va transmettre, c'est vraiment pour tout le monde, en fait, hein, donc il n'y a pas de sous-liste d'établissements. Tous les calculs qu'on va faire et toutes les transmissions vont être, absolument pour tous les gens qui renvoient des données, en tout cas, à l'agence. Voilà. Donc le premier de ces outils, c'est un outil qui va essayer de décrire donc les case mix par établissement, avec le modèle actuel et qui va donc afficher une comparaison
avec les modèles, les nouveaux modèles issus donc justement de cette refonte des sévérités, que ce soit en MCO ou en SMR. Voilà, et l'objectif, c'est donc de permettre vraiment à chacun des établissements de comparer des cases mix, à la fois de manière, brute, hein, c'est-à-dire de voir vraiment on va voir un peu à quoi ça ressemble plus loin, les cases mix et aussi d'avoir quelques statistiques qui permettent un petit peu de faciliter la comparaison entre les cases mix, puisque comparer des cases mix de modèles différents, c'est pas une tâche forcément simple. Voilà, donc on a «pré-mâché» entre guillemets, enfin on a fait quelques statistiques qui vont permettre d'aider un petit peu à la comparaison. Donc ces case mix, ils seront accessibles donc par la plateforme Transfert, hein, qui nécessite donc une connexion par compte plage et donc tous les gens qui ont le rôle de gestionnaire de fichiers, PMSI, donc pourront récupérer les case mix de tous les établissements pour lesquels ils ont l'autorisation, de et pour lesquels ils ont l'autorisation, voilà et donc on va pouvoir voir Nicolas, si tu peux tac, voilà. Voilà, donc ça ressemblera à ce qu'on peut voir ici, hein. Donc il y aura, ici, on a l'exemple de quelqu'un qui a une autorisation donc pour un établissement test, d'un case mix en MCO et en SMR, hein, si l'établissement, par exemple, fait des alors ce sera par finesse géographique ici. Voilà, donc il y aura des fichiers qui vont décrire des case mix et il y a un fichier de documentation, chaque fois qu'il sera associé, c'est un fichier de documentation qui donc va expliquer vraiment comment sont structurés, ces fichiers case mix. Donc voilà, tout va être vraiment explicité, tout va être explicité là-dedans. Le nom de la restitution sur transfert, ce sera expérimentation sévérité. Donc elle devrait être mise en place, vraiment rapidement. On avait espéré que ce soit prêt, heu, Elle l'est depuis 14h23 d'accord, normalement. donc Voilà, OK, donc donc tout est là. OK. Voilà, donc doit être disponible. La restitution donc s'appelle expérimentation sévérité case mix. Voilà. Donc on va voir un petit peu en quoi consistent ces fichiers. Voilà. Donc Nicolas l'a dit, hein, mais ce sera fait 2 fois par an, donc c'est-à-dire à 2 moments dans l'année. Donc à M6 et à M12, donc exception pour, cette année 2025 où on prend M7 et puis M12 et donc pour ces 2 moments d'envoi, donc on va, grouper tout ce qui nous a été renvoyé et on va produire donc, notamment un fichier Excel par établissement. Donc chaque établissement, chaque finesse géographique aura son fichier Excel et le fichier Excel, il sera composé globalement de 2 types d'onglets donc, qu'on peut voir un petit peu en bas ici, hein, encadrés en rouge et en vert, hein. Donc il y a un onglet, Case Mix. Donc ici, on voit un onglet Case Mix GHM tout en bas qui est entouré en vert. Donc ça, c'est ce qui va montrer pour chacun des modèles. Donc le modèle actuel, le nouveau modèle à 4 niveaux et le nouveau modèle à 5 niveaux, pour le MCO. Et puis pour le SMR, ce sera donc le modèle actuel et le nouveau modèle à 3 niveaux. Donc ça va présenter le nombre de séjours et la durée moyenne de séjour donc par GHM, GME. Donc, ce que si vous voilà, hein, les GHM et GME donc vont changer évidemment d'un modèle à l'autre. Donc, on n'aura pas toujours le même case mix, puisque certains séjours seront dans le modèle actuel, par exemple niveau 2, et passeront niveau 3 dans l'un des nouveaux modèles. Voilà. Donc, on va pouvoir voir un petit peu ces choses-là. Et à titre comparatif, on a aussi affiché les distributions de séjours et les DMS au niveau national. Voilà, que l'établissement puisse avoir une idée de voir s'ils se comportent plus ou moins comme les autres. Voilà. Donc ça, c'est pour plutôt les onglets type case mix. Au niveau des statistiques, ouais, bah, écoute, non, non, attends, reviens un petit peu en arrière s'il te plaît. Ouais, juste, voilà. On va montrer aussi, donc voilà, ce que je disais, hein, c'est l'objectif, c'est un petit peu d'aider à la comparaison des différents modèles. Donc l'idée, ça va être de faire des onglets où on va voir pour différentes strates. Donc pour le MCO, on va voir au global, par CMD, par sous-CMD, par racine. Quelles sont la part de séjours à chaque fois qui changent de niveau, entre le nouveau modèle à 4 niveaux et le nouveau modèle à 5 niveaux par rapport au modèle actuel? Voilà, donc ça va être l'idée, hein, c'est de permettre de repérer, assez rapidement les racines ou les CMD ou les sous-CMD, hein, peu importe, pour lesquels les changements sont importants dans l'établissement. Pour le SMR, ça va être le même principe, mais ce sera par CM, par GN ou par GL. Voilà, donc on aura, plusieurs onglets aussi à ce niveau-là. Pour, le MCO, on a ajouté, des IP DMS, voilà, qui vont permettre de voir pour chacun des modèles, comment se situe l'établissement.
Donc ces IPDMS seront calculés donc au global, par CMD, par sous-CMD et par racine. Alors c'est des IPDMS qui sont variables par rapport à, on va dire, aux IPDMS standards qui sont retenus aujourd'hui. Une des différences principales, tout est explicité dans le document auquel je faisais référence tout à l'heure, c'est que ça inclut notamment les séjours de 0 jour, donc de 0 nuit, pardon, donc on va comptabiliser comme des séjours d'une journée. Donc ce sera des IPDMS calculés en journée et non pas en nuitée, comme ça peut être plus le cas en général. Ça permet, donc on a fait cette modification, hein, c'était pour permettre aux établissements qui ont une grosse activité ambulatoire, essentiellement ambulatoire, de ne pas avoir des IPDMS qui peuvent beaucoup changer, alors qu'en fait l'impact réel par rapport à leur activité est en fait négligeable, parce qu'ils sont finalement assez peu concernés par les changements de niveau. Voilà. Tu peux passer à la suite, Nicolas, cette fois-ci. Alors, comment ça se présente concrètement? Donc ici, on va prendre l'exemple pour le MCO de l'onglet CaseMix, donc CaseMix GHM. Donc c'est assez simple, hein, en fait. On peut voir ici, on a extrait les CaseMix des racines 01C03, 01C04. Donc c'est qu'un extrait, hein, en fait, hein. Si on va dans l'onglet Excel, on a vraiment la liste de toutes les racines qui sont représentées au moins, pour lesquelles il y a au moins un séjour dans l'établissement correspondant. Et donc voilà, il y a plusieurs informations. La première information, assez basique, c'est de voir pour chacun des modèles. Donc le modèle actuel, hein, c'est le modèle N-Actu étable. Le modèle N4 étable, c'est le modèle nouveau à 4 niveaux. Et le modèle N5 étable, c'est le nouveau modèle à 5 niveaux. C'est de voir le nombre de séjours, du coup, dans chacun des GHM. Des GHM, donc 1, 2, 3, 4. Et 5 aussi pour le modèle à 5 niveaux. On voit par exemple ici que dans le GHM 01C035, il y a 11 séjours pour ce finesse test. Ça, c'est assez basique. On a ajouté ici la répartition en pourcentage de ce qu'on a vu précédemment, hein, donc de la distribution des séjours relativement à la racine. Voilà, donc ici, si on peut voir par exemple que les 14,9, ça signifie que les 17 séjours dans le modèle actuel représentent 14,9% des séjours de la racine, hein, donc ces séjours de niveau 1. Les 32,5, c'est-à-dire que les séjours de niveau 2 dans la racine 01C03 font 32,5% dans le modèle actuel, etc., etc. Voilà. Donc là, on peut voir déjà un petit peu comment les choses changent d'un modèle à l'autre. Le troisième point, donc, c'est les DMS, cette fois-ci par modèle, hein. Donc voilà, on les voit évoluer différemment. Et ensuite, donc, ce que je dis, on a aussi ajouté les pourcentages, donc les distributions de séjours par niveau au niveau national. Donc c'est ce qu'on peut voir juste dans l'encadré suivant, toutes les termes qui finissent par voilà, par natio, et les DMS aussi, donc par GHM au niveau national. Alors en MCO, ce qu'on appelle niveau national, c'est tous les établissements qui sont de même secteur que l'établissement courant. Voilà. Donc on n'a pas mélangé les établissements DGF et ExoQN. Donc à chaque fois, quand vous allez voir ce qui est écrit dans Natio, c'est vraiment la DMS des établissements de même secteur que l'établissement courant. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'outil pour le case mix. Et ensuite, on a vu qu'il y avait aussi des statistiques, donc on avait créé à différentes strates. Donc on a ici une illustration pour la strate CMD, hein, donc des catégories majeures de diagnostic. Et on peut voir aussi, par exemple, ici, donc, le nombre de séjours dans l'établissement hein, par CMD. Et voilà, on a rajouté aussi la part de journée que représentent ces mêmes séjours dans l'établissement. Voilà, pour aider à la comparaison. Les deux colonnes suivantes, donc ici dans l'encadré rouge, ce sont les parts de séjours qui changent de niveau quand on passe au modèle à 4 niveaux nouveaux en MCO. Hein, donc c'est le pourcentage SEJ change 4 étapes. Et parallèlement aussi pour le modèle à 5 niveaux dans la colonne à côté. Voilà. Donc ça permet ici de repérer assez vite du coup les CMD pour lesquels les changements sont plutôt relativement importants en termes de volume. Et ces volumes, on va pouvoir aussi les comparer au niveau national. On voit par exemple dans l'exemple ici que pour la CMD 4, on a 11,9% de séjours qui changent de niveau par rapport au modèle actuel. Ça paraît beaucoup et en fait, quand on compare au niveau national, on s'aperçoit que c'est moins que le niveau national, puisqu'au niveau national, pour les établissements de même secteur, on a presque 17% en fait, hein, finalement, de ces séjours qui changent de niveau. Voilà. Et enfin, le dernier point, c'était voilà, donc c'est ce qu'on a détecté comme étant les fameuses IPDMS. Et voilà, ça nous permet de voir un petit peu pour l'établissement en question, du coup, comment évoluent les IPDMS ce qu'elles valent dans le modèle actuel. Bon, voilà, c'est ce que c'est, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est vraiment la comparaison plutôt de ces IPDMS et leur évolution dans les nouveaux modèles à 4 et 5 niveaux. Voilà.
Voilà donc pour les outils case mix, hein, donc voilà, pour résumer, des fichiers Excel qui permettent de voir des case mix et de voir, des indicateurs statistiques permettant un petit peu d'analyser ces case mix et de voir, plus rapidement où sont les différences en termes de volume et comment elles se situent par rapport au DMS national. Le deuxième outil, et nous voyons que vous essayez déjà d'utiliser les outils, mais pas forcément avec un succès partagé. On répondra aux questions après. Deuxième outil, le logiciel qui va vous permettre de faire le lien entre la sévérité, enfin les nouveaux modèles et les identifiants de séjour par établissement. Alors, l'objectif, c'est de permettre à chaque établissement d'avoir le groupage individuel de chacun de ses séjours dans le modèle actuel et dans les nouveaux modèles. Vraiment, chacun de ses séjours dans l'établissement. Donc, pour voir séjour par séjour les nouveaux groupages, ceux qui montent et ceux qui baissent ici. Tout en permettant d'analyser voilà, pourquoi ces séjours ont baissé, parce qu'on pourra faire le lien avec les propres données PMSI de l'établissement s'il le souhaite. Alors, en pratique, ce sera, on va mettre à disposition des groupages des séjours de l'établissement via un logiciel spécifique qui est téléchargeable avec une périodicité biannuelle, hein, sauf pour cette année, là où on est à M7 ici. Et le logiciel, ce sera à télécharger sur le site de l'agence ici. Le logiciel, il se trouve ici dans le logiciel espace téléchargement, ça s'appelle expérimentation sévérité. Et l'utilisateur va se connecter avec son compte plage ici, hein, pour y voir le rôle de gestionnaire PMSI pour se connecter. J'espère que c'est clair ici, hein, d'accord? Donc, on télécharge le logiciel va donc heu bien vous reconnaître en tant que gestionnaire PMSI. Il va prendre les groupages qui sont faits à l'agence pour les rapatrier dans votre établissement pour que vous puissiez faire le lien entre ces nouveaux groupages et vos propres séjours. En pratique, du coup, l'utilisateur va choisir l'établissement à analyser ici. Vous choisirez le champ ici, hein, soit le MCO ou le SMR, ça dépend si vous avez plusieurs champs, et la période, hein. Pour l'instant, on n'a qu'une seule période, mais peut-être qu'il y aura plusieurs périodes définies. Les données vont être téléchargées ici. Ce sera les données avec les numéros tels qu'ils sont définis dans votre établissement et puis les valeurs de ces nouveaux modèles ici. Donc ça va afficher ces valeurs ici. Et enfin, en 6, en 7 même ici, là, ce petit bouton ici vous permettra d'exporter les résultats dans un tableur, hein, pour faire des analyses plus poussées. Donc voilà, c'est ceux qui utilisent peut-être voilà, d'autres types de logiciels comme ça, voilà, comme Alice, ça doit être un peu pareil. Voilà, le logiciel est en ligne maintenant. J'espère que c'est clair pour l'objectif. Alors c'est quand même, je crois que c'est une nouveauté, je dois dire, en termes de classification, de faire ces outils-là. Ça a été fait un peu avec les années, mais pas à aussi grande échelle, sur les 2 champs en même temps, et avec des outils ainsi. Je crois que c'est la première fois qu'on le fait, donc soyez indulgents, je vous dirais, pour ces premiers jours. On voulait que tout soit en place aujourd'hui et que tout marche bien aujourd'hui pour que vous repartiez le cœur léger et plein d'enthousiasme pour tout vérifier chez vous, que ces nouveaux modèles étaient merveilleux. Peut-être qu'il faudra aussi vérifier que les outils soient merveilleux aussi. Donc si les outils sont incompréhensibles, dites-le nous. Si les outils ne marchent pas aussi, dites-le nous aussi, hein. Voilà, donc sur cette adresse mail, pour l'instant, on fonctionne par ceci. Et s'il y a des variables, alors les case mix qu'a présenté Vincent, là, les outils avec des fichiers Excel, on a essayé de ne pas en mettre trop, pour pas vous perdre, pas mettre trop de variables. Mais peut-être qu'il y a des variables qui pourraient être ajoutées dans les case mix qui vous seraient très utiles. Dites-le nous aussi. Voilà, on essaiera de les intégrer autant que possible ici. Voilà, ça doit vous servir à tout le monde, voilà, sans perdre tout le monde. Donc on essaiera de prendre ça en compte. Voilà, c'est la première version. Il y aura d'autres versions, hein, c'est ce qu'a dit Vincent, hein. C'est AM7 aujourd'hui et ce sera dans les prochaines versions aussi. Voilà, finissons avant de prendre en compte les questions. Nous, ce qu'on va faire ici, d'abord, à la suite, on va suivre la montée en charge des établissements. Est-ce que ces outils, vous les utilisez? Est-ce qu'ils sont utiles? Et on va améliorer un peu ces outils-là en attendant, tout en améliorant les modèles en fonction de vos différents retours et en fonction des nouvelles analyses qu'on fera
Début 2026 avec des données un peu plus actualisées, notamment le niveau des diags, des exclusions, les règles. Voilà, on va essayer de les revoir un peu ici. Voilà, on fera un premier retour dans les comités techniques SMR, MCO, peut-être avec un autre webinaire, si voilà, si besoin, soit tant sur les outils que sur les changements avec les modèles ici. Voilà pour la suite. Je ne sais pas si je vous ai dit que vous pouvez écrire sur l'adresse mail. On répondra peut-être pas à tout le monde tout de suite, mais voilà, elle sera, tout sera lu. Réponse aux questions maintenant sur les outils. Carola. Voilà, Ah non, Caroline. Ah Caroline, bon, excuse-moi. toutes les 2. Ah bah, je Hem, bon d'accord, super. mmh, alors, on va tout de suite évacuer des questions, et là, pour le coup, je vais demander à Raphaël d'intervenir. On a des questions sur, quid de la valorisation? Est-ce que la CNAM est au courant, de tous ces travaux et de la mise en place? Et les fédés? Voilà, donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, intervenir sur ce sujet? Oui, alors peut-être, ça rebondir aussi sur ce que Nicolas a présenté tout à l'heure. Donc les fédérations sont associées depuis le début à ce sujet. Donc depuis le dé voilà, elles ont eu les prémices, les premiers travaux et donc on a même fait des présentations, auprès des équipes d'IM, hein, de certaines d'entre elles. Donc il y a vraiment je dirais pas un partenariat fort, je ne sais pas si on peut utiliser le mot partenariat, mais en tout cas une présentation vraiment très régulière de nos travaux et de leur avancée et de cette expérimentation d'ailleurs qui a été discutée avec les fédérations, présentée en amont. Voilà, tout ça se fait en parfaite transparence, avec les fédérations hospitalières depuis plusieurs années. L'assurance maladie est au courant également, hein, de l'avancée de ces travaux, donc elle en connaît la teneur. Hem, donc voilà, après évidemment on ne suit pas de près parce que j'ai vu aussi passer les messages sur les questions des contrôles, évidemment des contrôles assurance maladie, donc voilà, on n'y est pas dans la mesure où ces nouveaux modèles ne sont pas en œuvre, donc on n'en est pas de là. Mais en tout cas, l'assurance maladie suit ses travaux, c'est dans son visuel, enfin elle a la vision en tout cas dessus. De même, je reviens aussi sur ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, de manière générale sur l'ensemble des réformes, parce qu'il y avait des questions aussi, par exemple avec la Simons, avec d'autres réformes qui sont en cours. Voilà, vous le savez, voilà, il y a énormément de réformes en cours, avec les péripéties qu'on connaît, gouvernementales, celles d'aujourd'hui, c'est l'avenir, hein. On va rentrer dans des périodes aussi de renouvellement politique. Donc, il y a des réformes en cours, dialyse, radiothérapie, soins critiques, HAD, hein, une réforme aussi du financement de l'HAD. Et puis, il y a aussi en parallèle l'ensemble des travaux de l'agence qui sont encore une fois intégrés à l'ensemble des réformes que je viens de citer de la DGOS. Il y a nos travaux à nous, certains l'ont cité, on parlait du César dans le chat. Il y a la Simons également, qui est un gros projet de l'agence de passage de Cindy en Simons. Donc, on pourrait aussi rajouter, la CCM, la refonte de la CCM qui nous impacte, tous aussi. Donc oui, tous ces travaux, pour un certain nombre d'entre eux, se mènent en parallèle, sont interconnectés. Donc on l'a bien en tête puisque ce sera à nous de gérer, ces points de jonction. Donc voilà, on avance, on fera en sorte de mettre en cohérence, l'ensemble, avec la DGOS. Donc c'est un temps à venir aussi de, comment dire? De programmation de l'ensemble de ces réformes, les unes avec les autres. Donc ça, c'était sur la partie, enfin, suivi institutionnel, participation de la DGOS, des fédérations, de l'assurance maladie, donc de l'État, je l'ai dit. Les éditeurs également, j'ai vu passer un message enfin, il y en a eu plusieurs d'ailleurs sur les éditeurs. Ils sont également, au courant, en tout cas, de la démarche globale, d'évolution des sévérités en CMA multiples. Donc sur la dynamique, générale, ils sont aussi informés. Là aussi, hein, on prévoira le temps nécessaire pour l'évolution des outils lorsqu'une date de mise en œuvre sera plus explicite, enfin sera arrêtée. On sait qu'il leur faut un certain temps, hein, de l'ordre de 6 mois pour être, prêts, pour des évolutions. Donc on fera en sorte évidemment que tous
acteurs soient prêts. Vous, alors évidemment, aujourd'hui, on commence avec cette expérimentation, mais évidemment, les éditeurs également. Et enfin, donc la question de la valo, là aussi, ça a été évoqué tout à l'heure par Nicolas. Ben, ce sont les prochaines étapes. On avait construction des modèles, validation des modèles, expérimentation des modèles, c'est aujourd'hui. Et ben, on continuera dans nos travaux et nos échanges avec les fédérations sur les impacts de valo. Donc ça, c'est aussi, ce sont les prochaines étapes. Voilà, c'est pas aujourd'hui, mais c'est à venir. Voilà. Merci Raphaël, super, tu as repris l'ensemble. Parfait. On va passer aux questions sur les case mix, les logiciels, et après on fera un petit tour sur le début du webinaire avec quelques questions qu'on avait loupées. Alors, une question qui est sur l'IPDMS, Vincent. Peux-tu revenir sur la signification et le calcul, s'il te plaît? Oui, alors le calcul de l'IPDMS, donc c'est une standardisation des durées par GHM. Donc ça veut dire que on va pour un établissement donné comparer le nombre de jours observés, donc pour tous ces séjours, et le comparer au DMS national pour les établissements de même secteur par GHM. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque séjour, on va comparer sa durée avec la DMS du GHM auquel appartient le séjour. Et du coup, on fait le ratio de la somme de ces 2 quantités. Donc ça permet de se situer en fait par rapport, au niveau national et de voir par rapport à la moyenne comment se situent les établissements. Quand l'indicateur vaut 1, en général, ça veut dire qu'on a des DMS, pour un case mix égal qui sont, celles de la moyenne nationale. Et plus on est bas, plus on a des DMS faibles par rapport à la moyenne nationale et plus on est haut, plus on a des moyennes fortes par rapport à la moyenne nationale. Voilà. Une petite question sur la PDH. Est-ce que les bases seront mises à disposition dans la PDH? Alors, pour l'instant, on ne l'avait pas prévu, mais il n'y a pas de contrainte technique à les mettre dedans, peut-être pas avec la même temporalité. Voilà, voilà, pour l'instant, là, on fait des choses pas remontées, au M7, peut-être qu'on aura sur les bases scellées. On les mettra plus comme ça avait déjà été fait, mais je pense à disposition uniquement des fédérations. Je ne sais plus, quand les travaux ont été finis, on l'avait mis sur la PDH pour, les fédérations. On peut les ouvrir à plus. Voilà, peut-être, Raphaël, oui, tu peux, Parfait, oui. oui. Oui, juste en complément, je crois que là, l'intérêt de la démarche là, c'est qu'on touchait tous les établissements avec l'expérimentation et les 2 outils-là. La PDH nécessite un accès que tous les établissements n'ont pas. Et disons que voilà, on voulait vraiment être le plus enfin, exhaustif et accessible possible, en tout cas dans cette première étape. Mais je rejoins Nicolas. S'il y a lieu, on peut remettre à disposition sur la PDH Mmh. voilà, des données. Voilà, mais du coup, n'auront accès que ceux qui ont le token, enfin, mais voilà, c'est forcément plus Mmh. limitatif. Mmh. Une autre question sur les logiciels. En fait, est-il prévu un groupeur isolé, je suppose, pour que chacun puisse Heu, grouper à la main à la main, dans chaque établissement, voilà, un dans groupeur. chaque établissement? Oui. Alors ça, c'est pour nous, c'est plus de travaux, techniques à l'agence de faire ce groupeur isolé parce qu'il faut voilà, c'est beaucoup plus de travail, dessus. Donc, pour l'instant, il n'existe pas ce groupeur, mais il va exister. Il va exister parce que ce modèle va approcher et un jour il existera, et quand il existera, il sera diffusé dessus. Mais aujourd'hui, c'est pas le voilà, pour l'instant, il y a ces fichiers Excel, ce groupage qui se fait à l'agence. C'était, le compromis pour nous entre, voilà, entre l'outil pas trop long à développer et diffusable et on espère utile. Voilà. Mais la deuxième phase des outils, à un moment donné, inclura un groupeur tel que vous le connaissez aujourd'hui, hein, dans vos établissements. Alors ensuite, j'ai 3 questions qui concernent le contenu du fichier CaseMix. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer sur le fait, certains ont posé la question, est-ce qu'on peut filtrer sur la taille de l'établissement? Donc, ce que je ne sais pas, c'est si la question, enfin, comment dire?
En fait, les fichiers, donc c'est un établissement a ses propres fichiers, donc il ne va pas pouvoir filtrer sur d'autres établissements. Par contre, peut-être, sur les comparaisons avec, les établissements qui leur ressemblent, quel découpage, quel filtrage vous avez, réalisé? Est-ce que c'est sur le nombre de lits? Est-ce que c'est sur une capacité en, autre chose, sur un nombre de journées, Je suis désolé, la je suis pas sûr de comprendre, pardon. Ouais, je suis désolée, c'est moi, pardon. Alors, J'essaie de reformuler, mais c'est pas une bonne idée. En fait, est-ce que, la comparaison qui est faite dans le case mix entre l'établissement et la base nationale tient compte d'un filtre sur, est-ce que c'est des établissements qui me ressemblent et auquel cas est-ce qu'ils me re en quoi ils me ressemblent ou Mmh. c'est la base nationale complète? Non, Voilà. non, c'est vraiment la base nationale complète. La seule distinction, c'est par secteur, donc c'est ex-DGF ensemble et ex-OQN, ensemble. Voilà. Pour le MCO, pour oui. le SMR, me Pour semble-t-il pour qu'il le y a pas la SMR, il y a distinction, oui, oui, par secteur. il Donc y a pas d'IPDMS, non plus. pour le SMR, c'est Et tout le monde, du coup. Voilà, voilà, bon, faites-nous remonter un peu des choses. C'est vrai qu'on a été assez simple dans les indicateurs, en se disant que plus on est simple, plus c'était compréhensible pour, tout le monde. S'il y a besoin de faire d'autres indicateurs plus évolués, ben, voilà, faites-nous remonter ceci, ici. Ouais, nous, on est assez ouverts, en fait, hein, vraiment, Mmh. voilà, on peut étudier vraiment plein de choses. Mmh. Alors, on a mis ce qui nous semble être un compromis entre, il y a pas trop d'informations, mais il y a quand même, la plupart des informations pour faire un peu de avoir les cases mixtes, par exemple, c'est bien, on peut faire beaucoup de choses avec. Voilà, donc on a statué un petit peu entre les 2. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez des conclusions qui enfin, si vous avez des conclusions sur vos établissements après l'analyse de vos données, si vous voyez des choses, faites-nous les remonter aussi, hein. Ce sera intéressant pour créer des nouveaux indicateurs, dessus aussi. Alors une question qui, pour repréciser l'intitulé des cellules, des colonnes et l'encadrer en dessous dans cette diapositive-là, en fait, dans le pourcentage séjour changement 4 établissements, peux-tu repréciser ce que ça signifie? Donc Changement 4 et changement ouais. 5, Bah, alors s'il te plaît? tout est explicité au cas où vous verrez dans le fichier, dans la documentation associée et il y a un lisez-moi aussi, hein, qui accompagne, les choses. Voilà, donc alors en fait, à chaque fois qu'on voit un 4 ou un 5, ça fait référence en fait à quel nouveau modèle, est associé les résultats. Comme on l'a dit en MCO, il y a, un nouveau modèle à 4 niveaux et un nouveau modèle à 5 niveaux. Donc en fait, ici, on a bien les statistiques pour chacun de ces nouveaux modèles. Donc par exemple, le PCT Sage, changement 4 étapes, c'est le pourcentage de séjours qui change de niveau par rapport au modèle actuel quand on prend en compte le nouveau modèle à 4 niveaux. Et la colonne d'à côté, donc avec le 5, c'est quand on compare le modèle actuel avec le nouveau modèle à 5 niveaux. Voilà. Et Moi, je ça, trouve que c'est c'est assez dans clair. le sens, augmentation de niveau, Non, pas des 2 diminution, sens, tous les sens, oui, dans absolument. tous C'est les sens. vraiment ceux qui Voilà, changent, ouais. Après, on peut se référer, aux case mix, en fait, individuels pour aller voir un petit peu comment tout ça change. Voilà. très bien. Alors une suggestion, dans le chat qui serait peut-être intéressant de pouvoir filtrer, dans leur case mix, sur l'âge. Voilà, à voir si, à prendre en compte pour, un prochain, dépôt. Non, celle-ci, je viens de la poser. Je vois pas d'autres questions sur les logiciels et la mise à disposition des case mix. Hem, on a encore, on va dire 10 minutes. Je vais revenir sur 2-3 questions du premier temps du webinaire, qui me semble intéressante de discuter maintenant. C'est, avec la prise en compte séparée de chaque dimension dans le modèle avec, les exclusions, les redondances, la polypathologie, existe-t-il encore un besoin d'avoir des listes d'exclusions? Oui,
Oui, oui, oui, enfin alors oui, tout à fait, parce que alors en fait, c'est vrai que on a les exclusions, en tout cas aujourd'hui, il existe pas mal parfois de couples de codes qui sont en exclusion, qui sont pas dans la même CMD, enfin qui sont pas dans la même dimension. Je dis CMD, pardon, par abus de langage. Mais oui, donc c'est tout à fait nécessaire, hein, notamment pour tout ce qui peut être un peu des relations de cause à effet, entre les pathologies qui sont pas toujours dans les mêmes dimensions. Voilà, douleur thoracique et infarctus du myocarde, hein, pour prendre un exemple complètement bateau, on peut se comprendre que ce soit des codes en exclusion, mais c'est pas, par exemple, dans la même dimension. Donc pour toutes les choses de ce type-là, en fait, hein, même si la douleur thoracique est pas du tout au niveau CMA, hein, mais c'est vraiment pour illustrer un petit peu l'idée générale, voilà, ça reste quand même nécessaire d'avoir des exclusions aussi, même interdimensions. Merci Vincent. Une question sur une suggestion. Est-ce que vous avez envisagé de faire monter en niveau 2 ces jours l'accumulation de niveau 1 de diagnostic? Parce qu'il y avait Alors, aussi une question sur allez-vous augmenter le nombre de DHS autorisés dans le recueil PMSI? Il est à 99. Est-ce que bah, commençons par on cette n'augmente dernière pas question qui est peut-être la plus Ouais. simple, théoriquement. Je dirais oui si besoin, et peut-être non en pratique en fonction des éditeurs. Voilà, c'est peut-être des questions je dirais oui théoriquement, en pratique je ne sais pas, voilà. Voilà, peut-être que ce serait intéressant, mais peut-être que les problèmes informatiques seraient trop importants. Voilà, je ne sais pas ici, c'est pas une question qui nous était remontée voilà, d'augmenter ça, mais bon, faites-la remonter. S'il y a besoin, bah, il faudra peut-être l'étudier. La question des niveaux 1, en fait, c'est une question qui est souvent remontée, classer les diagnostics en groupes, c'est toujours un peu frustrant, heu, même en 4 groupes. Heu, donc il y aura forcément, même si on les classe en 100 groupes, toujours une part de diagnostics qui n'ont pas d'effet. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas assez pour passer en niveau 2. Donc ceux qui n'ont pas assez pour passer en niveau 2, on les appelle niveau 1 ici. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un tout petit effet. Peut-être à l'avenir, on pourrait imaginer une sous-classe de ces niveaux 1 qui aurait un petit effet pour passer en niveau 2, mais pour l'instant, dans ce modèle-là, tous les niveaux 1 n'ont pas d'effet. J'espère que j'ai été clair dans cette phrase-là. Voilà, on a essayé de répartir les diagnostics en 4 groupes pour le MCO, et donc dans le groupe 1, c'est ceux qui, n'étaient pas assez il n'y a pas assez d'effet pour passer en niveau 2, pour l'instant ici. Merci Nicolas. Une autre question concernant le SMR. Donc, et en particulier les soins palliatifs en SMR. Actuellement, il n'y a qu'un niveau de sévérité. Et avec la refonte, est-ce que des niveaux de sévérité vont être possibles? Je c'est ce qu'on voudrait. Je dois vous dire, pour l'instant, on n'a pas réussi. Je pense que c'est ce qu'on voulait, mettre des niveaux de sévérité, hein, voilà, mais c'est que qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on a pris la liste des diagnostics CMA qui avaient été établis pour l'ensemble des autres pathologies en dehors des soins palliatifs, et on a regardé si ça marchait pour les soins palliatifs. De fait, non, ça ne marche pas. Il faut en établir une ad hoc pour les soins palliatifs, parce qu'une CMA en soins palliatifs, c'est pas la même chose qu'une CMA pour les autres codes. Et on n'a pas encore trouvé le bon chemin pour trouver cette liste de CMA. Voilà, on n'a pas trouvé le bon chemin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la trouver. Ici, on imagine bien que la polypathologie, c'est aussi important pour les soins palliatifs, mais on n'augmente pas la durée en soins palliatifs, c'est pas ça le bon critère. On augmente peut-être les coûts à la journée de prise en charge. Voilà, on n'est pas très bien outillé pour l'instant sur les données, des soins palliatifs et sur la méthode. Je pense que dans la V2 de ce modèle-là, ce sera quand même bien à le prendre en compte. Voilà, mais je pense que c'était une envie du début du projet, et pour l'instant, on a bloqué là-dessus. Très bien. On parle du groupe soins palliatifs, hein, du GN, Oui, 2303, et oui, voilà, et oui, pas du code soins palliatifs, dans les tout autres à groupes. fait. Oui, 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 parce OK. qu'elle est revenue 2 fois le Mmh, 2303, OK. donc Oui. merci Nicolas. Alors, là, ce que je propose, il y a eu des questions sur les outils logiciels, et donc je propose de laisser la parole à Ronald. Oui, mais je ne sais pas si Ronald. Allô, vous m'entendez?
Ah, bah Ronald Oui, a la oui, parole, super. il a la Voilà, bonjour parole, à c'est tous. bon. Donc, Pour je me faire un présente Ronald résumé Chung. des... Pardon, Ronald, pour que tu puisses résumer ce que tu as dit sur le chat, ce que tu as écrit sur le chat, si j'ai bien Oui, compris. Je te remercie. bonjour à tous, Ronald Chung. Donc, je fais partie de l'ATIH côté informatique, production de logiciels. Donc, c'est moi qui suis en charge donc, du développement et du suivi et du support. Donc, c'est moi qui répondrai exclusivement donc, à vos demandes de support et à vos besoins. Donc, pour répondre en gros, synthétiser par rapport aux questions. Donc, du coup, oui, donc j'ai partagé le lien direct pour accéder à la page de téléchargement du logiciel. Pour l'installation, donc c'est comme Druid ou les logiciels ou le logiciel Alice pour ceux qui connaissent. Donc il faut avoir les droits admin ou sinon demander à son service informatique de l'installer. Pour pouvoir l'utiliser, il faut avoir un compte plage et être gestionnaire de fichiers sur son établissement. Sur le champ MCO SMR en fonction de votre périmètre. Il faut, selon la configuration de votre établissement au niveau de sécurité informatique, peut-être configurer le proxy. Donc, si vous n'avez pas la connaissance de ces informations, donc demandez à votre service informatique, ils sauront le paramétrer. Et ensuite, l'affichage des finesses PMSI et géographiques se fait en fonction de vos autorisations plage. Donc, si des finesses sont manquantes, ça veut dire que les autorisations, vos autorisations dans plage ne sont pas cohérentes. Donc là, moi, je peux intervenir et faire en sorte de vous aiguiller selon les problèmes que vous allez rencontrer. Voilà ce que je peux dire en premier lieu sur l'utilisation d'outils. Merci beaucoup, Ronald, pour ton intervention. Écoutez, là, l'heure tourne. On a répondu à, je pense, à beaucoup de questions. Il y en a beaucoup aussi auxquelles on n'a pas répondu, mais avec les outils, vous allez pouvoir trouver toutes les informations. Et donc, je laisse la parole à Raphaël. Peut-être je sais pas, Nicolas, tu voulais peut-être présenter la dernière diapo? Puisque vous avez, je crois qu'il y en avait une qu'on n'a pas présentée, non? Non, non. Ah, si, elles sont toutes passées. Bah, oui, pardon. Oui, Très bien, oui, bah, la suite. Enfin, je rebondis du coup sur la dernière diapo qui était sur bah, la suite après ce lancement. Donc encore une fois, voilà, tous les outils sont produits. Voilà, en même temps, on fait cette présentation pour vous donner les premiers éléments pour vous en saisir. Je crois qu'effectivement, voilà, bah, maintenant, il faut que tout le monde arrive à télécharger, que ça se passe bien et que vous ayez bien accès à tout ce qui a été produit pour, comme ça a été évoqué précédemment, bah, vous puissiez nous faire des retours. Encore une fois, il y a une adresse mail dédiée à ce projet. On est derrière, hein, tous ceux qui sont là autour de cette table virtuelle, bien, ils sont derrière l'adresse mail sur laquelle vous pouvez donc faire remonter toutes vos remarques. Comme ça a été dit, bah, écoutez, c'est le début, hein. Donc on se retrouvera régulièrement avec des mises à jour de AM12 et AM6 de ces différents éléments de restitution. On essaiera d'aller plus loin, c'est ce qu'a évoqué aussi Nicolas à travers des outils complémentaires qui pourraient aussi vous aider à vous saisir de tout cela. Et puis, on continue notre travail institutionnel en comité technique avec les fédérations pour que le projet bah, avance, mature, poursuive ses étapes de valorisation et avance dans le calendrier des réformes de la DGOS. On vous remercie à nouveau beaucoup d'avoir été nombreux et très attentifs. Et on vous remercie de toutes vos questions. Et on vous dit donc à bientôt et bonne prise en main de nos nouveaux modèles. Au revoir. au revoir. Merci à tous.